Ah, ça y est. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle conférence organisée par Bibouda. Alors, vous l'avez compris, c'est une conférence un petit peu particulière, enfin même très très spéciale, puisqu'elle fait suite à la conférence d'hier sur l'astrologie. Et on était déjà en compagnie de Jean-Yves Espier. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, cette conférence, on vous l'avait écrit dans l'email, donc pour des questions techniques, on l'a scindée en deux. Alors évidemment, ça a le désavantage de ne pas avoir pu poser vos questions hier, mais ça a l'avantage que ce soir, vous aurez plus de temps pour poser toutes les questions par rapport au contenu très très riche que vous a offert Jean-Yves hier. Et donc, c'est votre soirée en questions et réponses. Alors, Jean-Yves, es-tu prêt à te lancer dans les réponses? Formidable, il y a plein de matières, j'ai plein de questions, ça démarre là, je suis extra. Alors il y a de tout, j'ai des questions tout à fait personnelles, j'ai des questions relativement globales. Le souci, ou plutôt l'avantage, c'est que répondre à une question globale permet d'avoir une oreille plus large. On va intéresser beaucoup plus si on est sur des sujets qui nous concerne tous, plutôt que si on me demande à quelle heure est-ce que je vais prendre mon train ou est-ce que je suis plutôt ça ou ça ou ça. Bon, allez, je vais en prendre une ou deux comme ça, parce que j'ai eu une question tout à l'heure que j'ai vu passer d'une jeune femme née sous le signe du lion et qui me dit voilà, moi je suis lion, ascendant lion, et puis je suis beaucoup plus douce, beaucoup plus j'ai du mal à être dans l'autorité comme ça, c'est pas mon truc. Alors il y a plusieurs points, c'est que prenons un cas pratique, prenons le sien. Un ciel astrologique, on le voit, c'est un ensemble de facteurs. L'ascendant va donner une image, l'ascendant va faire qu'on va projeter, surtout dans le cas de l'ascendant lion, parce qu'on va en parler, l'ascendant lion, il a un talent tout à fait exceptionnel. Il va projeter de lui une image absolument irréprochable. J'ai une affection toute particulière pour les ascendants lion. Pourquoi? Parce que on va être obligé, en quelque sorte, de donner la meilleure image possible de quelqu'un qui est dans les clous, qui respecte les autres, qui a une autorité naturelle, mais une autorité naturelle qui a pour fonction, parce que c'est la fonction de l'ascendant, de se synchroniser au mieux avec tous les autres. Donc, il y a une obligation de résultat sur l'ascendant lion qui en fait quelque chose d'extrêmement productif, porteur, et je les aime beaucoup à titre personnel. C'est une immense qualité, ce sont des profils qui quasiment sont obligés de se comporter bien socialement tout le temps, donc c'est un plus qu'il faut prendre quand on a le bol, la chance d'avoir un ascendant lion, c'est un bon truc. Alors, il y a des ascendants, tiens, je vais boucler sur les ascendants parce que on est dessus et puis j'aime bien en parler. L'ascendant, on l'a vu la dernière fois, on l'a vu hier, je vous en ai parlé succinctement. L'ascendant, c'est le tiers du tempérament tourné vers le monde extérieur. L'ascendant, c'est le but de l'ascendant, c'est de vivre avec les autres, de vivre en collectivité. C'est tout ce qu'on acquiert depuis l'enfance. Va te laver les mains, tiens-toi droit, mouche ton nez, etc. Va dire bonjour à la dame. Enfin, tous les trucs qu'on acquiert, ça c'est le basique. Et puis après, tous les codes sociaux qu'on va mettre en place pour s'adapter au monde extérieur. Alors, il y a des ascendants qui portent plus chance que d'autres. C'est affreux l'astrologie parce que à la base, finalement, c'est assez injuste. Il y a des profils qui ont des facilités naturelles et d'autres moins. Il y en a qui ont moins besoin de travailler sur leur propre thème et puis d'autres plus. Bon, c'est comme ça. Alors, parmi les ascendants qui portent chance, je vais vous raconter cette anecdote. Il y en a qui vraiment qui portent chance. Je vous garde un peu pour la fin. Et il y a ceux qui doivent travailler pour avoir les mêmes avantages. Ceux qui portent chance, c'est ceux qui sont gouvernés par des planètes douces. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, l'image que l'on va donner de soi va être celle qui va être reçue et celle à partir de laquelle on va vous renvoyer un écho. Donc, si on a, par exemple, un ascendant balance, on va avoir une projection de soi, d'un signe d'air, donc de contact facile, un signe gouverné par Vénus, donc un contact tout en douceur, tout en délicatesse, tout en charme, tout en adaptation. Et puis, c'est un signe d'air, donc il y a très peu d'ego. Donc, ça passe tout seul dans les groupes. L'ascendant balance est l'ascendant statistiquement le plus chanceux de tous, parce qu'il plaît au plus grand nombre. On rencontre un ascendant balance, il y a 9 personnes sur 10 spontanément qui disent « Oh, elle est sympa, bien élevée, agréable, souriante, positive. » Hop, hop,
viens là, on t'intègre dans le système. Voilà pour le principe. Alors, les ascendants qui ont le plus de chance, on le voit, il y a l'ascendant Balance. Il y a l'ascendant Sagittaire aussi. L'ascendant Sagittaire, il a cette chaleur naturelle, cet élan vital, cet optimisme chevillé au corps, cette disposition naturelle à voir le bon côté, à emmener avec lui, à être plein de vie, plein de spontanéité, plein de chaleur. Ce sont des trucs qui portent chance parce que ça ouvre les portes, ça donne envie d'aller voir, etc. Bon. Il y a l'ascendant Poisson aussi, je l'adore, l'ascendant Poisson. C'est l'empathie pure. Il y a une disposition naturelle qui fait qu'en quelques secondes, on va se synchroniser avec l'autre, il va être à l'écoute, il dit je comprends ce que tu ressens, etc. Oui, oui, j'entends, je suis à l'écoute, je partage ton ressenti, tes émotions, je fais corps avec toute cette synergie de vécu, de ressenti, de ce qui se passe. Je suis dans l'ambiance, dans le ton, etc. Ça plaît beaucoup. Bref, ceux qui doivent travailler le plus sur leur sujet sont les ascendants gouvernés par Mars. Les ascendants gouvernés par Mars, Mars est une planète de l'action, mais c'est un peu aussi la planète du rentre-dedans, de l'offensive. Un ascendant bélier, parfois, ça va donner une image un petit peu, je suis comme ça, puis boum, je vous rentre dans l'art. Donc, ça peut créer un temps de réponse, un principe qui gagne à être connu, c'est comme ça. L'ascendant scorpion aussi, parce qu'il aime pas, il adore, ou c'est net, c'est tranché, on voit tout de suite si le contact, si le feeling est bon, ou si, par malheur, vous lui déplaisez, il ne faisait pas le cacher. Et puis l'ascendant Capricorne, parce que c'est aussi gouverné par Mars, il peut donner une image dans un premier temps un peu défensive, qui peut être perçue comme de la mise à distance, alors que tout simplement c'est un mécanisme de prudence, donc ça peut être interprété comme ça. N'oublions pas que l'ascendant étant l'image qu'on projette, elle donne une information qui n'est pas toujours exactement la même que la condition solaire et bien évidemment la sensibilité. J'ai vu tout récemment le cas d'un profil cette force de vie. Les béliers m'ont toujours porté chance. Bon, c'est comme ça, on est tous différents. Les béliers ont cette énergie vitale, sont des locomotives extraordinaires. J'ai toujours eu la chance dans la vie de me mettre en wagon derrière numéro 2 pour être organisateur, pour structurer et laisser mon bélier foncer parce qu'il lui fallait de l'intendance et je me suis toujours synchronisé avec des profils comme ça marche très bien. Bref, chacun est différent et à chaque fois, c'est un apport qu'on doit trouver, l'équilibre, etc. C'est ça qui fait la richesse du truc. N'oublions pas que l'ascendant, on l'a vu, c'est l'image qu'on projette, c'est celle qu'on vous renvoie, qui n'est pas toujours synchronisée avec l'objectif et avec la sensibilité. Voilà, c'est dit. Oui, alors juste avant, on garde une autre question, tu veux qu'on creuse? L'image est un petit peu floue, donc si tu pouvais... Oui. Oui. Que tu recules un tout petit peu. Tu veux que je recule? Là, j'ai plein de questions. Voilà. Alors, la question suivante, elle est de Sylvie. La liste de questions. Pouvez-vous me parler de l'influence de Chiron dans un thème? Oui. Ah, très bien. Bon, alors, lorsqu'on s'intéresse à un thème, Sylvie, on s'intéresse à un tas d'éléments. L'influence de Chiron, elle va représenter 0,0000001% de l'intérêt d'un thème. Ce que je voudrais qu'on s'intéresse, Chiron, c'est des trucs fixes comme ça. Ceux qui lisent un article, ça attire l'œil, ça attire l'oreille, ça attire tout ça, mais ça n'a, sur le plan astrologique, un intérêt que peut-être si vous faites 30 ans, 40 ans, 50 ans d'astrologie, à ce moment-là, peut-être pourrait vous intéresser à hauteur de 0,0001% de l'intérêt de Chiron dans un thème. Voilà. C'est une étoile fixe, voilà, c'est un truc qui peut. En plus, il n'y a aucune statistique sur l'idée, donc on risque de raconter des idées, des infos qui ont une valeur, mais c'est comme si vous dites bah tiens voilà, je suis allé en Chine, je suis allé au village de machin truc poète où il y a 3 habitants et demi. Vous ne connaissez pas ce truc où il y a 3 habitants et demi. Ouais, c'est vrai, il y a 1,3 milliard. Super, ils font quoi? Donc, Chiron, je veux pas qu'on polarise sur des choses comme ça parce que ce sont des fausses pistes. Hein. De la même façon, on parle beaucoup de Lilith, la lune noire. J'ai vu des bouquins, on a fait des romans sur Lilith, la lune noire. Mais qu'est-ce que c'est que Lilith, la lune noire? On en parle 1000 fois plus que de Chiron. La lune noire, qu'est-ce que c'est? C'est un trou. Prenons un exemple concret. Imaginons qu'on soit en voiture, on conduit sa voiture, et puis on regarde dans les rétroviseurs. Et à l'arrière, il y a ce qu'on appelle un angle mort. Il y a toujours un angle mort lorsqu'on conduit en voiture, etc. Malgré tout, les rétroviseurs, il y a toujours un endroit où on voit pas bien, on voit rien même carrément. Lilith, la lune noire, c'est ça, c'est cet angle-là. Et donc, Lilith a la réputation d'absorber les planètes, de les éteindre, de les étouffer, de
les endormir en quelque sorte. Donc on a toujours la trouille lorsqu'on voit une position de la lune noire avec une planète, on se dit ben c'est tout simplement qu'elle est pas, elle est beaucoup moins visible dans l'angle de la Terre, un petit peu comme l'angle mort, tout simplement. Donc on n'en fait pas un roman, c'est pas une cata, c'est pas du tout un truc comme Pluton, Saturne qui peut être plus marqué. Sont des légendes en fait. Hein. Donc il y a des étoiles fixes, il y en a, je sais pas, on s'est arrêté à une bonne centaine d'étoiles fixes et puis toutes les théories partent. Mais ça fait des romans et on passe des heures à s'intéresser à des choses qui sont encore une fois 0,00000 et puis des zéros, je vous en mets tout le tour de la pièce et peut-être qu'à ce moment-là, ça commencera un début d'intérêt. Voilà pour Chiron, on me l'oublie. Par pitié, Alors, oubliez-moi Chiron. Véronique, bonjour Jean-Yves, je suis une petite Sagittaire, je sais que tu les aimes. Apparemment, c'est la belle année des Sagittaires, avec majuscule, la belle année. Pour ma part, rien ne bouge. J'ai planté des graines au niveau pro ainsi que sentimental, mais pas de réponse des deux côtés malgré des relances. Et je sais que je suis sur le bon chemin. Alors, une idée pour ce blocage quand même. Bon. Ce qui me saute aux yeux. Bon, effectivement, on fait un peu de prévisionnel mais on polarisera pas sur le prévisionnel, sinon on va passer 2 heures à faire de l'individuel et c'est pas le but. L'idée, c'est de bien comprendre le concept. Qu'est-ce qui se passe pour une jeune Sagittaire, ascendant Sagittaire? Qu'est-ce qui se passe pour un profil qui a la chance exceptionnelle d'être né sous des auspices qui incarnent l'optimisme, le positivisme, l'élan vital? C'est d'une extrême richesse, c'est un puissant facteur chance d'avoir des combinaisons Sagittaires parce que c'est là où on va y puiser le maximum d'optimisme pour avancer. Ce sont des qualités exceptionnelles qu'on retrouve pour le coup chez les signes de feu. Hein. Les béliers, rien ne se ferait sans les béliers. Ils sont les moteurs numéro 1 de tout ce qu'on met en place. S'il n'y a pas de béliers, il n'y a rien qui bouge. Hein. Pour ça, les béliers, c'est la vie. Les lions, il faut bien des chefs. Hein. Si tout le monde se regarde, etc., tiens, on repart à l'époque de Vercingétorix, où chacun était dans son village et puis on ne trouvait pas de chef parce qu'ils finissaient par se disperser. D'ailleurs, on a vu comment ça s'est terminé, l'histoire de Vercingétorix, c'est quand même assez ballot. Mais bon, et on aurait eu un lion à ce moment-là qui aurait pris la main, qui aurait géré l'ensemble, on aurait eu une histoire complètement différente. Il nous manquait un lion à cette époque-là, puis les Sagittaires, je les adore. Je les adore parce qu'ils sont cette force de vie de l'hiver, cette capacité à voir le plus loin, à voir positif, et à injecter toute l'énergie de l'espérance, de cette vitalité agissante qui débloque un certain nombre de situations. En revanche, j'y arrive enfin. La faiblesse du Sagittaire, c'est son deuxième maître. Le Sagittaire a 2 planètes maîtresses. Jupiter, la chance, l'optimisme, le respect des règles, des lois, des systèmes, le positif, être dans les clous, voir le bon côté et avoir confiance en soi. C'est l'or en barre à cultiver. C'est super. En revanche, il y a un deuxième maître. Le deuxième maître, c'est Neptune. Neptune, c'est le flou. Neptune, c'est le rêve. Neptune, c'est l'idéalisme. Neptune, c'est l'impalpable. C'est le conceptuel. C'est la pensée magique. C'est ce vers quoi on voudrait tendre dans l'absolu, mais ce qui fait avancer, mais qui est complètement idéalisé. Et le danger des jeunes Sagittaires, une statistique, hein, c'est de confondre ce qui est possible et ce qu'on voudrait. Donc, dans le cas présent, ma petite camarade Sagittaire, ce qu'il faut régler, c'est pas oui, c'est l'année des Sagittaires. Pourquoi? Parce que Jupiter, planète de chance, planète d'expansion, planète de gouttes d'huile dans les rouages, planète qui permet, dans son passage, de faire émerger les plus belles dispositions heureuses. C'est du prévisionnel. Hein. On en fait un tout petit peu, mais c'est pas le sujet du jour. Et cette capacité qu'a le passage de Jupiter sur votre tête, en plus, il est chez lui en Sagittaire, booste, donne le maximum d'énergie pour trouver des solutions à tout. Hein. Mais encore faut-il identifier l'objectif. Toute la complexité est là. Si vous attendez, comme Seran, qu'on trouve un super job, si vous attendez en imaginant, en rêvant que ça va tomber tout cuit, si vous imaginez que vous avez rencontré le prince charmant en restant derrière votre porte, il est évident que vous risquez d'attendre longtemps et de me laisser passer le passage de Jupiter qui est si beau en n'en faisant rien de concret. Le but, il est simple, c'est de ne pas se
paumé. Jupiter a une faiblesse, dit-on, c'est qu'il rend fou ce qu'il veut perdre. Il rend fou, c'est imagé, parce qu'on part dans quelque chose de complètement éthéré, on part dans quelque chose de complètement idéalisé, et l'écart entre la réalité des situations et le souhait des aspirations risque de se creuser. Et c'est le danger numéro un de tout ce que je vois, moi, en clientèle depuis 30 ans, c'est le danger, et vous le verrez si un jour vous pratiquez l'astrologie, lorsque vous êtes confronté à une situation dans laquelle il existe un écart important entre ce dont souhaite la personne, ce dont rêve la personne et ce qu'elle peut faire dans le concret, on va au casse-pipe pour la simple et bonne raison qu'elle sera toujours déçue, parce qu'elle vit dans un rêve. Voilà. Il faut ramener à la réalité. Pourquoi? Parce que depuis toujours, depuis encore une fois 2 millions d'années, nous sommes des chasseurs et nous avons besoin d'avoir dans le collimateur des objectifs clairement identifiés. On remonte 2 millions d'années en arrière. On va à la chasse. On va à la chasse, il y a du brouillard. Hein. Bien malin, celui qui va repérer une proie accessible dans le brouillard. Rien, que dalle. Donc, on cible un objectif précis. Pourquoi est-ce que chez nous, mammifères, avons-nous les deux yeux qui regardent dans la même direction? Pourquoi? Eh bien, parce que chez les mammifères, il y a plusieurs catégories, je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, hein. Il y a les herbivores qui ont des visions périphériques pour en revenir les problèmes, et puis vous avez les prédateurs qui ont les deux yeux qui regardent dans la même direction pour leur permettre d'identifier la distance qui les sépare de leur proie. Et cette capacité à identifier l'objectif, à identifier la proie, à identifier la visée, hein, là où on veut aller, avec clarté, nous permet ensuite de travailler le jeu d'équilibre en travaillant sur notre capacité à agir, à bouger, à trouver le bon pas, à trouver la bonne distance, le bon angle d'attaque, etc., pour concrétiser l'objectif. Et ben, depuis 3 millions d'années, ça s'est transposé. Maintenant, quand on a un projet, on veut trouver un boulot, on se sert du bon influx de Jupiter, on se remonte les manches, hein, on prend des contacts, on se remue, on optimise, parce qu'il y a de la chance, il y a de l'optimisme, il y a du positivisme dans l'air avec les influences en question, pour ouvrir les portes. Hein. On pousse, on y va, on appelle, on prend du contact, on est souriant quand il est possible, et là, on se sert d'un Jupiter de manière optimale. Là, on en tire le meilleur parti. Et si on fait ça bien, et qu'on calme bien l'objectif, ça paye. Point. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, Eliane, bonsoir. J'ai toujours eu l'impression d'avoir un mauvais thème. Les bonnes nuits s'accumulent les uns après les autres, même lorsque je fais en sorte que tout se passe bien. Un mauvais thème, cela existe-t-il? Oh, c'est une question tout à fait particulière. Je suis convaincu qu'il n'y a ni bon ni mauvais thème. Ce dont je suis convaincu, c'est qu'il faut avoir une cohérence entre ce qu'on veut et ce qu'on peut. Je reboucle en partie avec le raisonnement précédent. Pourquoi? 90% des soucis qu'ont ceux qui viennent me voir depuis 30 ans en consultation, c'est une désynchronisation entre le rêve de leurs aspirations, c'est des trucs complètement névrotiques. Je rêve de gagner au loto, je rêve de rencontrer Brad Pitt, je rêve d'épouser le prince machin, je rêve de faire le tour du monde, etc. Comme ça, voilà, des trucs de rêve, quoi. Et lorsqu'il y a une chimère comme enjeu, quelle que soit la qualité du thème, quelle que soit la qualité des outils, quel que soit le travail d'évolution personnelle, on restera toujours éloigné de ce concept qui reste purement conceptuel. Ce qui est essentiel, c'est de trouver le plus juste équilibre entre ce qu'on peut et ce qu'on veut. Plus l'équilibre est réduit et plus on arrive facilement à avoir un beau thème, tout simplement. Lâcher prise sur les objectifs flous, j'y reviens, les objectifs flous, c'est terrible. C'est le plus grand hic. Donc non, il n'y a pas de mauvais thème si on travaille sur soi. Pour une raison simple, c'est qu'on va avoir tous des endroits de force, tous des endroits de faiblesse, tous des zones dans lesquelles on va avoir des... Alors, effectivement, il y a des thèmes plus faciles que d'autres, il faut être lucide quand même. Je vois passer des thèmes dans lesquels il y a 1, 2, 3, 4 maîtrises, des trucs hallucinants, des gens qui ont des talents naturels, tout est facile pour eux. C'est fou.
C'est redoutable. C'est-à-dire que quand Mercure est beau, ben, ils sont plus futés que les autres. Quand Vénus est belle, ils ont plus. Quand Mars est beau, ben, ils ont de l'énergie matin, midi et soir. Ils sont jamais fatigués, ou ils sont fatigués, pouf, le lendemain, ils repartent à 8 heures, et puis c'est reparti comme un tour, comme si de rien n'était. Il y a des profils qui ont une chance exceptionnelle parce qu'ils ont des planètes très puissantes, naturellement. Après, il faut en prendre conscience, ça se travaille, c'est comme tout. Un talent, faut l'alimenter, faut le nourrir, faut lui donner un autoroute pour qu'il se développe et pour qu'il trouve sa vraie dimension. Et puis, vous avez des planètes plus fragiles. Donc, à ce moment-là, on va regarder dans le thème qu'est-ce qu'il y a comme soutien, parce qu'il n'y a jamais rien de complètement noir. Jamais, jamais, jamais. Une étude, justement, d'aller chercher tous les petits trésors cachés, tous les ressorts sur lesquels on peut s'appuyer, toutes les associations. Je n'ai jamais vu un thème 100% noir, jamais vu. C'est une question de statistique mécanique. Avoir un thème complètement noir, il y a autant de chances que de gagner au loto. C'est une chance sur 14 millions, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Donc, faut être positif, ça qui est important. Allez toujours chercher les bons côtés, parce qu'il y en aura systématiquement, il faut s'appuyer dessus. C'est clair. D'où l'intérêt de bien comprendre sur quoi on peut s'appuyer. Alors, Catherine, peut-on retrouver avec son thème astral un trauma d'enfance, même si on n'a aucun souvenir? On pourrait dire justement jusqu'où le thème astral peut aider. C'est une question extrêmement intéressante. C'est une question extrêmement intéressante. Prenons des configurations. C'est très pointu et très précis. Je vais répondre à cette question en deux parties. Je le fais en escalier. Le premier ressort, c'est imaginons que vous ayez deux enfants. Le premier enfant, on va dire qu'il est très feu, très bélier, très lion, très sagittaire. Il a beaucoup de vie, beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup d'envie de vivre, etc. Ce profil feu, vous lui collez, hein, il est né avec un Mars très très puissant, une capacité d'agir, Mars Bélier, Mars Scorpion, Mars Capricorne, mais un énorme moteur, un truc, Mars puissant, c'est la clé de voûte, ça sauve tout de toute façon, c'est clair. Mars en maîtrise est un vaccin anti-déprime, un vaccin anti-ennui, une solution à tout, c'est un joker, c'était le jeu auquel je jouais avec les enfants, là, les 1000 bornes, hein, c'est le pass, quoi. Un Mars puissant, ça vous solutionne tout. Bref, vous me prenez un profil donc puissant avec l'énergie qui va bien. Ça, c'est le premier gamin. Et puis, vous me prenez un deuxième enfant avec des planètes moins puissantes, c'est vrai, un peu plus compliquées, un peu plus alambiquées, un Saturne très très fort qui étouffe un peu tout ça, qui nécessite quelques années avant de faire émerger. Donc, tous les deux auront pris 3 fessées dans leur vie, tous les deux auront eu des frustrations dures, ils ont peut-être subi un divorce, parfois un parent violent, un parent déphasé, etc. Une histoire vraiment similaire. Autant d'amour, autant d'attention, autant d'épreuves. Le premier, vous lui dites, tu as des traumatismes, il va dire, oh, peut-être, qu'est-ce qu'on fait demain? Hop, c'est réglé, on n'en parle plus. Le second risque de s'appuyer très fortement sur des mécanismes de blocage qui vont nécessiter d'aller creuser, de comprendre le pourquoi du comment. Alors là, c'est tout l'intérêt de l'astrologie. Le premier, il en a très peu besoin parce que lui, il est parti sur un nouveau truc et c'est un moteur né, c'est un positif en puissance extraordinaire qui peut avoir des solutions à tout. Le second, là, va avoir besoin de comprendre. Effectivement, là, c'est tout l'intérêt de l'astro. Donc, on y arrive. On va pouvoir essayer de repérer. Effectivement, imaginons quelque chose de très simple. Imaginons un aspect compliqué entre la Lune, qui est l'enfance, la sensibilité, et Pluton, qui est une planète extrêmement anxiogène. Imaginons qu'il y ait une opposition entre les deux. Voilà. On est avec une opposition, c'est pas une pleine lune, c'est une opposition entre Pluton, un truc très très angoissant, et la Lune, la sensibilité, qui a fait référence à l'enfance. Imaginons maintenant qu'on regarde dans les éphémérides, et lorsque l'on voit une planète très lourde qui passe, lorsque la personne en question avait entre 5 et 10 ans, on peut même le dater, hein, les transits sont redoutables. Avec les transits relais, on peut être très précis. C'est du prévisionnel, ça s'apprend, c'est long, mais on y arrive. Et on peut indiquer, à un moment, une zone assez courte, qu'il y a eu un réveil de tout ce qui est de plus anxiogène par l'aspect en question. On pourra l'identifier.
Alors, si on creuse encore, on va aller chercher en transgénérationnel les profils des parents. On va aller voir qu'est-ce qui se passait dans leur vie à ce moment-là. On a besoin de comprendre. On va comprendre quelle a été l'origine du traumatisme. En général, c'est toujours des peurs archaïques, des blocages, des frustrations, des violences, des traumatismes. Ça peut être des choses très lourdes, hein. Mais on va le retrouver. Ça, on va le retrouver. S'il est inscrit dans le ciel, si on se gourre pas, on le retrouve. On n'y coupe pas. Parce que quand les aspects sont vraiment lourds, on ne peut pas passer à côté. C'est de la mécanique, c'est 2 et 2 font 4. Voilà. Ok, on va le comprendre. Ensuite, on fait quoi? C'est le début d'une recherche, d'un travail sur soi qui permettra très certainement, si on augmente la somme des paramètres en présence, si on comprend ce qu'on a vécu, pourquoi on l'a vécu, mais surtout, pourquoi on est plus sensible que les autres. C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi on est plus perméable à ce type de traumatisme que les autres. D'autres auront glissé complètement sur le traumatisme. Eh bien, telle personne va figer, fixer, va s'arrêter, va stationner, va se laisser attraper, coincer, étouffer, entravé par ce mécanisme-là. Oui, on va essayer de comprendre pourquoi. Mais bien évidemment, ce qui m'intéresse dans le cas présent, c'est la prise de conscience du système, repérer d'où ça vient, voir les effets que ça a, qu'est-ce que ça engendre, et surtout, comment on en sort de ça. Comment c'est cyrulnique, la résilience, etc. Il y a plein de travaux qui ont été faits qui sont extraordinairement intéressants. Comment on se débarrasse, comment on débranche, comment on solutionne, comment on passe outre, comment on pardonne, on se pardonne, on digère, on va puiser ailleurs les énergies pour passer ce cap-là, parce qu'il ne faut pas se laisser entisser là-dessus. Mais oui, en réponse à la question, on peut aller le repérer, c'est très clair. J'aime bien, je préfère trouver la solution, parce que ça va avec. Alors, Valérie, le fait d'avoir le même signe en ascendant, être cancer, ascendant cancer, est-il pénalisant pour son épanouissement? Alors, Valérie, pas du tout. Pour l'anecdote, le soleil, la condition solaire, l'objectif vers lequel on tend socialement en toute conscience, c'est le soleil de l'horoscope. Lorsqu'il est près d'un axe, il est encore plus puissant. Alors les axes, il y en a 4. Hein. Il y a le lever du soleil, le coucher du soleil, le midi et le minuit. Voilà. Avoir un soleil sur l'ascendant, hein, donc du même signe que le signe ascendant, signe solaire, signe ascendant de même, hein, dans le cas présent cancer-cancer, je considère, et c'est une question pour en avoir vu plein, que c'est une chance, c'est un plus. Parce que mon soleil, il va prendre plus de densité. Ça donne en général des profils qui tracent la route plus que les autres. Soleil sur l'ascendant, ça donne des tempéraments qui sont davantage armés que les autres à tracer leur chemin de façon indépendante. On va y trouver davantage de chefs d'entreprise, de tempéraments qui, en d'autres temps, auraient pris leur bâton et auraient fait des voyages à l'autre bout du monde. On veut marquer son destin, on veut tracer la route. C'est carrément un plus. Alors, petite subtilité. Dans le cas de l'ascendant cancer est un ascendant comme le cancer marqué par la lune. Et fréquemment, l'ascendant cancer marque plus que les autres les émotions. On les voit de façon physique. Souvent jeunes, ils rougissent lorsqu'on leur dit une gentillesse, lorsqu'on leur parle un peu d'eux en public, etc. La sensibilité est beaucoup plus affleurante. Les émotions sont perceptibles à l'extérieur au premier degré, ce qui en donne des profils tout à fait attachants, parce que c'est partie de cette catégorie d'ascendants qui sont doux et souples, donc ça plaît, donc on ouvre plus les perspectives avec les autres. Effectivement, ça peut donner plus d'émotions, plus de ressentis, et donc du coup, un cancer ascendant cancer, l'importance de naviguer dans un environnement sociaux, soleil sociaux, ascendant extérieur, qui vont respecter son besoin de délicatesse, de douceur, de pondération, va être plus important. Donc c'est quelqu'un qui risque de s'exposer un petit peu plus sur le plan social. C'est quelqu'un qui est coincé en quelque sorte entre son besoin d'aller de l'avant, de tracer sa route, de mettre de son destin, et en même temps va montrer une relative perméabilité aux affrontements, va donner prise à la sensibilité aux relations qui vont être un peu tendues. Donc ça va se faire avec le temps. On va trouver son chemin et on va s'y maintenir en s'entourant le plus possible de profils qui sont le moins belliqueux possible. Donc finalement, tout ça sont des solutions qui vont se présenter, on va trouver les bons calibrages, mais en réponse à la question, avoir un signe ascendant du même signe que le signe solaire, je trouve que c'est carrément un plus dans la vie, c'est carrément de la chance, quoi. Voilà, c'est bon à prendre, c'est dit. Alors,
Vénus et Jupiter conjoints au milieu du ciel en Capricorne, que dois-je en penser? On va fragmenter la réponse ensemble. Moi, je l'ai d'instinct, parce que Vénus-Jupiter, c'est la relation à l'amour et à l'argent, ou à l'amour et à la réussite. Vénus-Jupiter sont les deux planètes les plus heureuses et les plus chanceuses qui soient. Quand on les a carrément en point de culmination, ce sont des vecteurs dans l'absolu de réussite facile, si ce n'est que dans le cas particulier en question, Jupiter est en chute en Capricorne. Vénus n'est pas du tout la plus heureuse en Capricorne parce qu'elle est très heureuse également en Cancer, sans être exaltée, elle est très heureuse. Ce qui veut dire qu'on a une réussite, certainement financière, Jupiter, chance, l'argent, l'expansion, etc., en deuxième partie de vie, parce que c'est en Capricorne, cycle de Saturne, et que c'est une réussite financière ou statutaire qui intervient en deuxième partie d'existence, tout ce qui est Capricorne, c'est lointain, ça fait la quarantaine, et qui se fait par l'effort, le travail. Autant un Jupiter en Sagittaire peut bénéficier de coups de bol hallucinants dans la vie, autant un Jupiter en Poisson peut avoir des protections mais hallucinantes au niveau du bol et de la chance et de l'argent. Autant un Jupiter Capricorne, c'est un Jupiter qui bosse, qui mérite. C'est-à-dire qu'on leur donne rarement des trucs comme ça, prends, tiens, c'est un cadeau. Ce sont des profils qui méritent, qui triment, qui économisent, qui sont des bons gestionnaires, qui voient loin. Donc bref, Jupiter, même ralenti dans sa qualité d'essence, quand il est culminant, c'est toujours un puissant facteur chance de réalisation sur le plan social. Quand on met Vénus en plus, ça arrondit un peu les angles, c'est encore mieux. Mais il faut savoir qu'en Capricorne, ça se déclenche plutôt tardivement. Voilà. Il faut bosser un peu plus longtemps, mais ça paye. En réponse à la question. Alors, Annick, que pensez-vous de l'amas des planètes en Capricorne en janvier 2020? Oh là là, ça, on en fait des gorges chaudes. On en fait des gorges chaudes. Pourquoi on en fait des gorges chaudes? Parce que il y a un certain nombre de planètes qui vont se réunir, c'est comme ça. Il y a eu dans notre histoire, ça arrive régulièrement. On essaye toujours de leur trouver dans une caisse de résonance. Qu'est-ce qui va se passer en janvier 2020? Il va y avoir Soleil, bien évidemment, parce que tous les mois de l'année y est. Jupiter va y rentrer parce qu'il fait son tour en 12 ans. Saturne y est déjà, il est en maîtrise. Et Pluton y est encore. Et celui-là, c'est le moins rigolo de tous. On va faire couler beaucoup d'encre. On va en parler, etc. Ce que je retiens, c'est que dans une conjonction, il y en a souvent un qui donne le ton. Il y en a un qui dirige, et celui qui dirige, c'est celui qui est chez lui. Et qui est chez lui en Capricorne? C'est Saturne. Point. Donc tous les autres se mettent au service de Saturne. Saturne, c'est quoi? C'est la rigueur. Saturne, c'est le contrôle. Saturne, on est là pour passer l'hiver, pour structurer, pour revenir à l'essence, pour dégager tout ce qui sert à rien, pour être dans le sérieux, dans le fiable, dans la vision à long terme. C'est une phase de nettoyage. Ce qui est intéressant aussi, c'est la conjonction Saturne-Pluton qui va s'opérer. Celle-là, vous allez en entendre parler beaucoup aussi, parce que ce sont deux planètes sèches, etc. Retenons une information. L'information, le plus important pour moi, c'est la plus lente de toutes, c'est Pluton. Pluton, il fait son tour en 250 ans. Il fait partie de cette conjonction en Capricorne de janvier 2020. Pluton, on l'a vu, il fait son tour en 250 ans, et puis il a une course autour de nous qui est en ovoïde, comme ça. Bon, voilà, deux petites planètes en font une. Voilà. On l'a découvert en 1930 parce que c'est tout petit, c'est Hadès, le dieu des enfers, c'est des parallèles qu'on a trouvés, c'est bon, etc. C'est le grand réformateur. On a fait une étude qui dit que quand il est rentré en Lion dans les années 40, c'était l'époque de l'atome. Quand il est rentré en Vierge de l'après-guerre, c'était l'époque de la crise économique, le travail, la Vierge. Quand il est rentré en Balance en 68, ça a été la libération sexuelle, etc. Balance, le couple, l'amour, c'est Pluton qui balaye tout ça, qui remet en question. Lorsqu'il est rentré en Scorpion en 83, ça a été pour certains le sida, Scorpion, génito-urinaire, etc. Lorsqu'il est rentré en Sagittaire dans les années 90, le Sagittaire, c'est l'honnêteté, la loi, l'ordre, ça a été toutes les affaires, les hommes politiques qui étaient pas terribles, qui se comportaient pas bien, etc. Ça a émergé. Et lorsqu'il était rentré en 2008 en Capricorne, ça a été la crise. Parce que cette Pluton, il est là, c'est le réformateur, il bousille tout, etc. Et quand il passera, je crois que c'est en 2022, en Verseau, on va vers une nouvelle dynamique. Bon, moi je vois pas de catastrophe avec cet amas en Capricorne. Je vois surtout que on est dans une dynamique de fond qui est en gestation suite à l'entrée de Pluton en 2008. Saturne, il est chez lui, il temporise, il canalise, il structure, il essaye de donner un cadre
qui permet de faire passer l'hiver, en fait. Je le vois plus dans un état d'esprit de réforme, d'aller au fond, d'aller à l'essentiel. On oublie le cinéma, on oublie ce qui est flou, on oublie ce qui est éthéré, on oublie ce qui est idéalisé, on oublie toute la démagogie, surtout. Saturne, il n'aime pas du tout la démagogie, parce que c'est du baratin. Il revient bien l'été sur Terre, il est chez lui, il va faire un travail très concret, très pragmatique, de solutions tangibles, hivernales en quelque sorte, de solutions pratiques. Ça va être son boulot. Voilà, il y a un gros amas en Capricorne en janvier. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Alors après, il y a l'histoire des civilisations. Dans chaque pays, ça va être différent. Mais chez nous, un peu de rigueur. On est en plein hiver. C'est son travail. Je ne vois pas du tout une catastrophe. On n'a pas assez d'éléments, en fait, pour faire des pronostics comme ça. On est juste dans une configuration où il y a beaucoup de planètes dans le même coin. Et puis, comme il y en a beaucoup dans le même coin, on se pose une questions. J'ai en souvenir, en 95, il y avait une grosse concentration au moment de toutes les grèves. Bon, ok. So what? Okay. En janvier ou en février 62, il y avait des événements du métro Charonne. Il y avait aussi une grosse conjonction en Verseau. On se pose plein de questions, mais il y a tellement de choses. C'est tellement multifactoriel, en fait. Il y a tellement d'éléments qui s'associent les uns aux autres que c'est devenu extrêmement délicat de faire du prévisionnel sur du collectif, sur des mouvements planétaires comme ça. La conjonction Saturne-Pluton m'intéresse plus que de gros amas. Donc, bref, j'en tire pas de conclusion active. Rien de catastrophique. En revanche, on va en tirer du positif. Parce que s'il y a autant de planètes en Capricorne, il y a ceux qui vont être les grands gagnants. Qui va être les grands gagnants? Ça va être tous les signes de terre. Plein de planètes en Capricorne, c'est du pain béni pour qui? Pour les taureaux. C'est du pain béni pour les vierges, qui sont à 120 degrés. C'est que des trigones, tout ça. Les Capricornes ne sont pas les perdants, parce que quand même Jupiter qui arrive, il va redonner une couleur positive à tout ça. Qui va être gagnant? Les deux signes en sextile, les poissons et les scorpions, eux, ils prennent tout cet énorme amas planétaire en janvier 2020, ils le prennent sur leurs conditions solaires ou tout ce qu'on a dans ces signes-là, comme un apport extraordinairement productif. Voilà, c'est ce que j'en retiens, moi. C'est surtout ça l'idée. C'est de voir ce qu'on peut en tirer de positif, tout simplement. Donc, pas une catastrophe. Voilà, demain, vous pouvez avoir les plus beaux aspects de la Terre. Si vous traversez la rue sans regarder sur une grosse avenue, vous risquez quand même de vous faire écraser. Les limites de l'astrologie, c'est ça. Les astres incitent, mais ne déterminent pas. Il y a un libre arbitre là-dessus. Sur l'échelle d'une vie, les grands courants, on passe pas à côté. Sur l'échelle d'une vie, on passe pas à côté. Mais après, il y a toujours une part d'aléatoire, de paramètres liés à l'extérieur, qui interviennent, qu'on doit essayer de faire rentrer dans l'équation pour bien comprendre la situation. Voilà pour le Capricorne. Alors, Myriam, les signes lunaires ont-ils un impact sur le signe solaire? Myriam, merci. Merci pour cette question. Merci mille fois. Alors oui, le signe lunaire, c'est la clé de voûte. Encore une fois, lorsqu'on rencontre quelqu'un, on va mettre en place tout ce qu'on a acquis comme réflexes sociaux pour valider qu'on s'entend. C'est le surmoi freudien, etc. Vous êtes bien élevé, moi aussi, on peut s'entendre, etc. On se dit bonjour. On trouve un compromis de mise en situation. La condition solaire, on l'a vu, c'est vers où on va dans la vie dans les gros morceaux. Le feu, je veux consommer, je veux vivre. La terre, je veux matérialiser. L'air, je veux de la liberté, de l'autonomie, de la créativité. L'eau, je veux de la sensibilité, de l'humain, de l'affect, du ressenti. Et puis, lorsqu'on connaît quelqu'un beaucoup, beaucoup mieux, lorsqu'on vit avec quelqu'un, lorsque c'est un proche, lorsque c'est un ami de toujours, lorsque c'est un membre de la famille, lorsque c'est son conjoint ou ses enfants, eh bien, la Lune, c'est le plus important. Mais pourquoi on en parle si peu? Pourquoi on parle si peu de la Lune? C'est simple, c'est qu'elle accomplit 17 degrés par jour. Donc elle est tellement rapide, elle tourne tellement vite qu'aucun horoscope, il y avait il y a quelques années qui faisait ça, mais il est parti à la retraite, il était formidable celui qui faisait ça. C'est dommage, ils font plus rien maintenant. Mais c'était extra ce truc d'horoscope lunaire, parce que l'influence de la Lune, c'est majeur, c'est la vie au fond de l'être, c'est toute notre partie inconsciente. J'ai lu récemment que 90% de nos capacités cérébrales étaient des dispositions inconscientes. C'est le siège du coefficient émotionnel, c'est
la trame de toute notre histoire affective, toute notre enfance, tout notre instinct, il y a 2 millions d'années, quand on devait renouveler un peu le sang dans notre tribu, là, qu'on était nomades, etc., on croisait d'autres tribus et l'instinct, c'était d'aller les renifler, pour voir si, glandulairement, on émettait de bonnes énergies ou pas, ou la peur, ça se sent, l'agressivité, ça se sent, l'amour, ça se sent, les bonnes dispositions, ça se sent, on a plein de repères. Voilà, c'est l'instinct, l'intuition. La lune, c'est l'instinct, l'intuition qu'on n'écoute pas assez. On l'écoute, on l'a quand on est enfant. Et trop souvent, les conditionnements par lesquels on passe fait qu'on anesthésie cette qualité première, fondamentale, archaïque, qui est l'intuition, les ressentis, l'affect, les émotions. Il y a eu pendant des siècles des logiques éducatives qui avaient pour mission de vous dire mais ne te laisse pas aller en public, ne montre pas tes émotions, sois fort, sois un homme, etc. C'est effrayant ce qu'on a saboté, ce qu'on a entravé comme richesse humaine d'émotions, d'informations, de liens aux autres, d'empathie, etc. Ça réémerge, et c'est tant mieux. Donc la Lune, oui, c'est majeur, c'est central. Et lorsqu'on s'intéresse à une psychologie, une fois qu'on a passé le cap du paraître, le cap de l'objectif, on s'intéresse carrément à la Lune. C'est le noyau dur, c'est le fondament. Comprendre quelqu'un, c'est comprendre sa Lune. Si on comprend ça, on a la clé de voûte, on a la base, on a ce qui est l'essence même de l'humain, le fond du fond. Voilà. Oui, la Lune, c'est majeur. Alors Estelle, lorsqu'on est prématuré, le thème astral est-il faussé? Oh, merci pour ces questions intéressantes. Merci Estelle. Alors, comment ça fonctionne l'astrologie? Parce que on imprime le ciel, en quelque sorte, on fait une empreinte du ciel, une photo, une sorte de polaroid du ciel, au moment où on coupe le cordon, au moment où on est physiologiquement autonome, au moment où on se retrouve seul face à la vie, en quelque sorte. Il n'y a que ce moment-là qui m'intéresse. Certains disent mais c'est la conception, d'autres disent non, j'aurais dû l'être 2 mois plus tard, donc finalement je suis pas tel signe et je suis 2 signes plus loin. Oubliez ces trucs-là, oubliez. Ce qui m'importe, c'est le moment où on sort du ventre, quoi. Il y a un moment où on sort du ventre, on coupe le cordon, ben là voilà, je suis physiquement autonome, je me prends la claque de ma vie en quelque sorte, la naissance, c'est le moment, le seul qui est important, le seul. Voilà en réponse à la question. Préma ou pas préma, moment où on sort du ventre, c'est le bon. C'est clair. Alors, Soraya, je suis Verseau ascendant Cancer, Lune en Taureau. J'ai vu une astrologue il y a quelques mois, elle m'a dit que je devais faire attention toute ma vie avec mon argent, car les profits m'échappent et m'échapperont. J'ai vraiment eu l'impression que je n'avais pas le choix et que je ne pouvais rien faire contre cela. Une sorte de karma. Ma question, a-t-on vraiment le choix? Sommes-nous sous l'influence des planètes sans pouvoir faire autrement? Bon, il y a plusieurs paramètres. Alors, effectivement, c'est très intéressant. Donc, j'ai entendu un ascendant cancer avec un soleil en Verseau, ce qui me donne Cancer, Lune en Taureau. un soleil en 8. Ouais, la lune, la lune, ascendant cancer, la lune en Taureau, c'est une maîtrise du présent, quoi. La lune Taureau, c'est l'instinct le plus concret qui soit. La lune a des endroits où elle est très belle. Elle est en cancer, elle est magnifique en cancer. Ça donne des profils. Tiens, j'en ai eu un hier soir, un bélier qui avait la force du bélier et la lune en cancer qui fait qu'il y a une contrariété parce que j'ai un côté très moteur et au fond, une sensibilité qui est la quintessence de la sensibilité que la lune en cancer. Il y a une perméabilité émotionnelle là qui est d'une densité absolument exceptionnelle. J'adore les lunes en cancer. Bref. Une lune en taureau, c'est du même calibre. C'est une lune qui est au maximum de sa puissance. Cette lune en signe de terre, en signe de matière, fait qu'on a quasiment, à moins qu'il y ait des aspects épouvantables dessus qui contrarient, qui ralentissent, mais une planète en maîtrise, elle digère tous les emmerdements de la vie. Une planète en maîtrise, elle est tellement dense qu'elle trouvera des solutions à tous les problèmes, ça ne fera que ralentir les problèmes. Mais on trouvera la solution. Lune taureau, si j'ai une conviction, c'est que c'est un indice exceptionnel de quelqu'un qui, sur sa fin de vie, ne manquera de rien. Après, bien évidemment, qu'est-ce qu'on constate déjà au niveau des mécanismes des luminaires? Le soleil, l'objectif en Verseau, c'est un objectif prométhéen. Prométhéen, c'est lui qui a donné le feu aux hommes. On sait
l'homme est devenu une espèce de vivante il y a 400 000 ans sur la planète lorsqu'il a découvert le feu, etc. Bon, donc il y a un côté novateur chez le Verseau, un côté je me dégage de la matière, je me dégage de tout ce qui est contraint, de tout ce qui est pesant, de tout ce qui me pollue intellectuellement. Le Verseau se dégage de l'ego parce que c'est un truc qui étouffe, qui est contraignant, se dégage de la matière parce que ça l'enquiquine, ça me des boulets aux pieds. C'est un concepteur, c'est un novateur, c'est un créatif, c'est un indépendant, c'est merveilleux. J'aime beaucoup les Verseaux. Donc il y a cette disque quand ils sont iraniens, hein. Saturniens ils sont pas pour moins rigolos. Bref, elle est partagée, notre petite camarade, entre son besoin, son idéalisme lié au corps qui consiste à avoir des projets novateurs et son instinct très terre-à-terre, très pratique, très puissant, qui fait qu'il y a une dualité. Mais dualité ne veut pas dire qu'on va sacrifier l'un au détriment de l'autre ou réciproquement. Elle risque d'être surtout confrontée dans ses choix professionnels à toujours calculer, de se dire ça, j'ai envie de faire ça, c'est nouveau, c'est passionnant, c'est formidable, mais il ne faut pas que je perde le bon sens pratique de conserver les pieds sur terre dans ce que je vise. Donc c'est un garde-fou cette lune en taureau. C'est un garde-fou extraordinaire. J'aimerais bien voir l'ensemble du thème pour voir où est Jupiter, pour voir quels sont les aspects qui sont colorés dessus, pour voir dans quelle bonification, pour donner une image beaucoup plus structurée, beaucoup plus construite. Mais en réponse à la question de fond, avoir le bol d'être né avec une lune au max de sa puissance comme c'est le cas en taureau, c'est que c'est une sécurité de jamais tout dilapider par la fenêtre, etc. Parce que le bon sens pratique de ce signe de terre avec la lune, l'instinct pratique fait qu'on trouvera toujours des solutions pour remplir les sacs de noisettes. Je suis pas trop inquiet a priori. Alors Valérie, Saturne n'est-elle pas bloquante en ce moment? Si oui, cette mauvaise influence va-t-elle disparaître? Quel est le boulot de Saturne? C'est toute la question. Saturne, son job, c'est pas de bloquer. Si on bloque sur Saturne, c'est qu'on refuse, c'est qu'on refuse l'obstacle en quelque sorte. Regardons ce qu'il veut Saturne. Saturne, il est toujours là porteur d'un message et d'un message de, je vais pas dire de nettoyage, mais un message d'épuration. Le boulot de Saturne, il est en hiver. Quand Saturne arrive quelque part, on est au mois de janvier et au mois de février. C'est l'époque de l'année où il fait froid, où on met des chandails parce que dehors, on a du mal, parce que tout est froid. Je reprends ma parabole de l'arbre de l'hiver. On est en plein dedans. Saturne, c'est la symbolique pure de ça. Mon arbre, il a perdu toute la végétation qui avait commencé à apparaître au printemps, qui avait pris toute son amplitude à la fin du printemps, qui avait donné tous ses fruits au moment de l'été, qui avait vécu cette période de transformation, de pourrissement en scorpion, de révolution, etc., et qui arrive en hiver. Et en hiver, il ne reste plus que l'arbre, quoi. Il ne reste plus que le tronc central, et puis le pauvre arbre, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de couleur, il n'y a plus d'odeur, tout ça s'est éteint, on survit, le pauvre, il survit, mon pauvre arbre. Il a un peu de sève qui transite comme elle peut. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien. Il doit survivre jusqu'au printemps. Saturne, c'est ça son boulot. Saturne, c'est de cliner tout ce qui est inutile. Saturne, il y a une logique de spartiate dans son passage. Il doit nettoyer tout ce qui sert à rien. Donc, si dans son environnement, il y a des profils qui pompent de l'énergie mais qui apportent rien, s'il y a plein de choses à la cave à jeter, au grenier, des trucs à dégager pour y voir clair, Saturne, son boulot, c'est de dégager tout ce qui sera improductif, tout ce qui donnera jamais de fruits, tout ce qui portera pas, tout ce qui correspond à des chimères, tout ce qui correspond à des trucs qui sont farfelus, pas réalistes, etc. Le boulot de Saturne, c'est de cliner tout ça. Alors, sur l'instant, Saturne, il n'est pas rigolo, mais dès qu'il part, parce qu'il finit toujours par partir, il fait un signe tous les 2 ans, donc il s'en va, quand il part, mais on se sent léger. La vie redémarre, l'espoir renaît, on est tout léger, tout propre, on a perdu, 10 kilos, on est tout joyeux, la vie redémarre, les portes s'ouvrent, les fenêtres, le printemps arrive, il est formidable Saturne, moi je l'adore parce que son boulot, c'est de nettoyer tout ce qui marche pas, tout ce qui marche plus, tout ce qui est obsolète, tout ce qu'on doit mettre à la trappe, quoi. Voilà. Donc oui, il est ralentissant tant qu'on n'a pas compris quel était son objectif. De quoi on doit se séparer, où est-ce qu'on doit couper, de qu'est-ce qu'on doit mettre à la poubelle, pour y voir plus clair, pour être plus léger. Voilà. Saturne, c'est le sac de 20 kilos sur le dos. Quand il passe, il ralentit tout. C'est vrai, il ralentit tout. Mais il a un job à faire. Et le job à faire, c'est une grosse douche d'eau froide. Et en tout cas, on récure bien, et puis après, on va arrêter.
tellement mieux. C'est une bénédiction de nettoyage, Saturne. Je veux qu'on vive positivement. Voilà. Donc oui, ralenti, mais parce qu'il y a un truc à comprendre, quelque chose à évacuer. Quand on a fait ça, on peut le comprendre dans une autre vie, on peut le comprendre dans 20 ans, on peut le comprendre maintenant. Le mieux, c'est quoi? Maintenant, tant qu'à faire. Okay. Alors, Marie-Geneviève, hier, Jean-Yves, tu as parlé de personnes nées entre deux signes. Est-ce possible, on est sous un signe entre deux, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Est-ce que tu pourrais réexpliquer un petit peu ce que, justement? Très, très volontiers. Très, très volontiers. Je considère à l'usage que naître entre deux signes est carrément une chance, un plus, un truc qui ouvre le potentiel des options. Ça augmente les possibles. Pourquoi? Parce que quelqu'un, en fait, plus vous allez avoir dans un thème de planète dans tous les coins, plus ça va être des talents divers et variés qu'il va falloir s'approprier, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Imaginons que dans un thème, ça arrive rarement, mais ça arrive, vous soyez né sous une grosse concentration de planètes avec 5-6 planètes dans le même coin. Bon. Prenons une parabole, prenons un piano. Un piano, vous avez un clavier avec des graves, des aigus. Si vous avez tout dans le même coin, vous pouvez être très bon dans les graves, peut-être aussi très bon dans les aigus. Ok, super. Mais si on veut une mélodie plus riche, si on veut répondre à toutes les situations, il faut pouvoir jouer sur tous les talents, sur toute la gamme, capable de passer du grave à l'aigu avec la même fluidité. Et plus c'est fluide, plus le potentiel, plus votre potentiel, il est riche sur tous les plans. Hein. Donc, naître entre deux signes, c'est l'amorce de ça. Ça permet, allez, on va se faire le tour. Je l'ai pas fait hier, mais on va se faire le tour. Quelqu'un qui va naître ou avoir une planète entre le bélier et le taureau, ça, alternativement, il va être fonceur comme mon patton et en même temps très capable d'être dans le ressenti comme le sont de nombreux spécialistes de chefs en cuisine, etc., qui ont des talents exceptionnels là-dedans. Freud qui était taureau, etc., même comprendre lentement, prendre du goût, aimer les choses, etc., les expérimenter soi-même. Voilà. Quand on est, je vous le refais, quand on est entre le taureau et le gémeaux, j'ai à la fois la matérialité et le côté jouisseur et en même temps le côté super rapide sur le plan intellectuel. C'est très curieux. Lorsqu'on est entre le cancer et le gémeaux et le cancer, on va avoir l'intelligence rapide et en même temps une intelligence émotionnelle de ressenti d'une extrême densité. Entre le cancer et le lion, j'ai à la fois le monde du sensible et le monde de l'affirmation. Entre le lion et la vierge, le monde de l'infiniment grand, des grands projets, et en même temps la capacité à être très concret, très pratique, très organisé. Entre la vierge et la balance, vous allez à la fois avoir des très belle disposition intellectuelle et en même temps la souplesse, le charme, la douceur, le savoir-faire relationnel. Lorsqu'on est entre la balance et le scorpion, là on est plus dans l'amour. On est à la fois dans l'amour de la balance, et à la fois dans la passion, dans la volonté du scorpion. Scorpion Sagittaire, c'est Charles de Gaulle, immédiatement ça me vient à l'esprit. Entre la Vierge et la balance, tiens, c'était Romy Schneider. Entre le scorpion et le Sagittaire, j'ai Charles de Gaulle. Donc à la fois la volonté réalisatrice, réformatrice du scorpion, en même temps l'élévation de pensée, l'intérêt collectif qu'il y a chez le Sagittaire, cette verticalisation éminemment positive. Sagittaire Capricorne, tiens, c'est Macron, Sagittaire Capricorne. Bon, on l'appelle le jupitérien. Bon, il y a une volonté à la fois d'organiser, de structurer, en étant dans les clous, dans les règles, c'est très jupitérien, c'est très sagittaire. Et puis en même temps, il y a la rigueur du Capricorne qui impose des contraintes qui sont pas faciles. Voilà, hein, on est dans la période hivernale. Capricorne Verseau, c'est toujours très intéressant, le mixte entre les deux. J'ai mon rigoureux Capricorne qui est là dans le boulot, et j'ai mon côté Verseau qui attire vers l'autonomie, l'indépendance, la créativité, le fait de se sentir libre, de se libérer des contraintes. Quand on est entre ces deux vecteurs-là, c'est toujours très intéressant. Et puis, entre Verseau et Poisson, alors là, on a des mécaniques de profondeur de pensée, mais en général assez exceptionnelles. On a à la fois le côté concepteur et à la fois le côté intuitif qui tend à vouloir être utile avec le Poisson. Voilà. Et puis quand on est entre le Poisson et le Bélier, pour terminer le cycle, j'ai des profils d'une extraordinaire délicatesse relationnelle quand on est dans le côté Poisson, qui ont la disposition d'esprit, est capable de se prendre en main et d'être redoutablement moteur sur des temps courts. Voilà, je vous l'ai fait vite fait comme ça, quand on est entre les deux, entre deux signes.
de signes, deux signes relatifs aux saisons. On est bien d'accord, toujours la même histoire. Les saisons, c'est la clé de tout. Alors, Françoise, entre le signe de naissance, ascendant et le signe lunaire, lequel a le plus d'influence sur notre vie? Les trois, mon capitaine. Les trois, pour une simple et bonne raison, c'est que l'idée, c'est de trouver une harmonie entre les trois. L'idée, c'est que si on n'a pas de construit, de mécanique fluide pour mettre en place des relations, comment dire, cohérentes avec ceux qui sont autour de nous, déjà, on a un problème qui s'appelle l'isolement. Donc, ça pose un problème. L'ascendant, on a carrément intérêt à le travailler. Surtout que l'ascendant, c'est le truc sur lequel on peut avoir le plus de prise, en fait, parce que ce sont des contraintes éducatives. Donc, les contraintes éducatives, si on les ramène au conscient, on peut trouver des parades pour projeter ce qu'on peut piocher chez tous les autres. Hein, projeter une image qu'on peut, si on est les profils les plus évolués, savent travailler sur toute la gamme du piano. Les profils qui travaillent sur eux-mêmes, travaillent bien leur pierre, parviennent à avoir conscience qu'il peut s'avérer utile de projeter toutes les images possibles du panel. Projeter une image d'ascendant bélier un peu rentre-dedans lorsque c'est nécessaire, très arrangeant, paisible en taureau lorsque ça l'est, très curieux sur le plan relationnel quand on veut projeter le côté gémeaux, très délicat lorsque le climat s'y prête, très noble en ascendant lion lorsque c'est nécessaire de trouver la juste place, très vierge quand on veut être le bon élève à l'écoute pointue, tout à fait charmant lorsqu'on veut être ascendant balance et que le quête est de séduire, très scorpion lorsqu'on veut affirmer ses idées et pas en démordre parce qu'on est convaincu du bien fondé de ce qu'on veut défendre, très sagittaire, ça c'est le mien ça, sagittaire plutôt positif, plutôt optimiste, qui déborde de bonnes énergies, parce que c'est presque un peu naïf parfois, mais c'est mieux, c'est sympa d'être ascendant Sagittaire. Ascendant Capricorne, qui est très lucide, qui ne sait pas manipuler, on ne lui raconte pas des fadaises, mon ascendant Capricorne, il a la bonne distance. Ascendant Verseau, on l'adore tout de suite, ou ascendant Poisson, cette empathie exceptionnelle qui fait qu'on se met au diapason de l'autre. Donc finalement, il faut être capable de tout faire. Le vrai travail sur soi, c'est de travailler sur tout le panel, parce qu'il est tellement riche. Prenons, faisons notre salade, faisons notre mixture de manière à travailler sur notre ascendant. C'est un truc sur lequel on peut vraiment bosser en conscience. Donc oui, l'ascendant c'est important, c'est celui qui nous relie aux autres. Et puis, c'est pas plus important que le soleil, parce que vous avez des profils qui ont des objectifs dans la vie qui sont flous, d'autres qui sont pratiques, d'autres qui sont matériels, d'autres qui, voilà. Chacun a un calibrage qui doit être le sien, quoi, vers lequel on doit tendre, qu'on doit alimenter, qu'on doit nourrir pour l'optimiser, pour répondre à ses besoins, tout simplement. Et puis la lune, bien évidemment. Approprions-nous, là où les territoires sont beaux, la délicatesse des lunes en signe d'eau est tout à fait exceptionnelle. Une lune en poisson, une lune en cancer, même une lune en scorpion sont des lunes qui ressemblent, qui ont une délicatesse sur le plan relationnel tout à fait douce. Une lune en balance, ça donne des compagnons exquis. Une lune en bélier, ben, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on bouge dans la vie de tous les jours. Une lune en taureau, c'est le gourmand qui vous câline. Une lune en gémeaux, c'est le clown, on s'ennuie jamais avec. Voilà. Donc, c'est un ensemble. On ne peut pas, il n'y a pas plus ou moins important l'un que l'autre parce que l'équilibre de chacun de nous dépend très justement de la fluidité qu'on va pouvoir créer entre ces trois notions-là qui sont indissociables. Aucun des trois n'est plus ou moins important. Ils ont tous une importance égale et le but du jeu, c'est de les fluidifier. C'est ça l'idée. Alors, Colette, je suis fort intéressée par le transgénérationnel, mais est-il possible de bien monter un thème pour un ancêtre si on n'a pas l'heure de naissance? Oh, merci Colette pour cette question que j'adore. Le transgénérationnel, c'est vraiment mon truc. Donc, oui, ben, en fait, on va pas pousser plus loin l'introspection que ce qu'on peut en capter. Ce qui va m'intéresser, ok, on n'aura pas l'ascendant, ok, on n'aura pas la dominification, pas grave. Il y aura le ton. Quelles planètes vont sortir de ce qu'on aura?
Est-ce que le soleil va être puissant? Est-ce que ça va être quelqu'un d'autoritaire? Est-ce que la lune va être puissante? Est-ce qu'il va être super bienveillant, d'amour, d'affection, presque étouffant, etc. Est-ce que Mercure va être puissant? Est-ce que ça va être un intellectuel? Est-ce que Vénus va être puissante? Est-ce qu'il va vous gaver d'amour et de confiance en vous? Est-ce que Mars va être puissant? Est-ce qu'il va être directif? Est-ce qu'il va vous dire faut apprendre à vous battre? Faut pas se laisser aller dans la vie? Est-ce qu'il va être jupitérien, super protecteur ou pas? Hein, est-ce que ça va être un Saturnien qui donne des coups de bâton dès qu'on n'a pas, si on n'a pas 19 sur 20, c'est qu'on est mauvais, et ainsi de suite. Vous voyez, tout ça se regarde. On va aller piocher des éléments. C'est d'une richesse infinie, infinie, infinie. Il faut la date. Bon, si on a l'heure, c'est mieux. Si on n'a pas l'heure, tant pis, quoi. Tant pis. Voilà, tant pis. On va perdre 10% du thème. On va perdre 10% des infos qui nous intéressent, mais il nous en reste 90%. Déjà pas mal. Donc oui, on peut monter le thème sans l'heure. Bon, bien évidemment, un bon ouvrier a besoin de bons outils pour faire du bon travail. Plus on va avoir d'informations, plus on va être pointu, plus on peut aller chercher loin. Mais parfois, il n'est pas besoin d'aller chercher aussi profond. Quand on a un peu de pratique, on voit tout de suite ce qui émerge dans une date de naissance. Tout de suite. On voit qui sort du lot, quoi. Est-ce que c'est Mars? Est-ce que c'est la Lune? Est-ce que c'est ça? Tout de suite, il y a un truc qui sort, qui parle, qui fait écho. Avec un peu de pratique, ça vient vite. Et puis on se dit tiens, bah, ça m'étonne pas, lui c'était le roi des colères, bah oui, il a un Jupiter énorme, oh, bah lui il parlait tout le temps, bah oui c'était un Mercurien, Mercure en maîtrise, oh, bah lui qu'est-ce qu'il était bienveillant, câlin, sympa, ah, bah il avait une lune magnifique, effectivement, tout c'est rien d'étonnant, voilà. Alors, Oui, on peut. Michel, deux signes astrologiques dits non compatibles peuvent-ils devenir un couple durable? Alors, elle donne un exemple, taureau pour l'homme, verseau pour la femme. Ah, j'en ai vu des couples taureau pour l'homme, verseau pour la femme. En fait, tout le monde peut s'entendre avec tout le monde, c'est une question d'évolution personnelle. Et puis là, on est sur des conditions solaires. N'oublions pas que quand on vit avec quelqu'un, ce sont les lunes qui m'intéressent. Je suis beaucoup plus attaché à une compatibilité des lunes, un sextile, un trigone, voilà, des lunes, des conjonctions de la lune, etc., plutôt que les conditions solaires. Alors, qu'est-ce que j'en déduis comme ça à l'instinct? Elle a un soleil verseau, donc elle a besoin de se sentir libre. La liberté, le verseau, verseau iranien, la nouveauté, la créativité, la liberté, etc. Mais verseau, statistiquement, ils ont une trouille dans la vie, ils n'en ont pas 50 000. Ils ont une trouille, c'est de se sentir étouffé, emprisonné, coincé, limité, entravé. Vous les laissez dans un ascenseur, ça peut bloquer. Il y a toujours une peur phobique, pas tous, mais statistiquement, ça revient de façon récurrente. Il y a une trouille d'être étouffé, coincé, voilà, chez le Verseau. Il faut qu'il ait toujours l'impression d'avoir une porte, une fenêtre, qu'on lui laisse, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure, 2 heures par jour, pour qu'il fasse ce qu'il veut, sans qu'on l'enquiquine, qu'il ait toujours cette petite fenêtre, ce sas de sécurité, cette bouffée d'oxygène. Et le danger, chez le taureau, qui est un amoureux naturel, c'est quand il aime vraiment, à des stades intermédiaires, il peut avoir le réflexe d'avoir besoin de posséder l'autre parce que ça le rassure. Donc, dans les couples taureau verso, souvent ce que je vois, c'est quand ils sont évolués, il y a bien évidemment jamais de soucis, et quand ils le sont un peu moins, mon taureau, il a besoin de posséder l'autre, et si l'autre commence à s'échapper, ben, il essaye de le rattraper, et mon verso, si on commence à essayer de le choper, il se barre avec le baluchon plus vite qu'il faut, pour moins de temps qu'il faut pour le dire. Donc, il y a ce risque. Mais si on met en place une stratégie intelligente qui va consister à dire, voilà, moi, j'ai besoin d'air, dit le Verseau, mais pas pour aller galoper, tout simplement parce que j'ai besoin de voir des amis, de faire ci, de faire ça, des trucs qui m'intéressent, sans t'avoir l'autre sur le dos toute la journée, ça se passera très bien, très bien, très bien. Il n'y a pas de souci particulier. Oui, c'est clair. C'est compatible. Il y a un carré, mais bon, ça je vais. Alors, Céline, pouvez-vous nous expliquer les rôles des nœuds nord et sud et leur enjeu dans le thème? Ah, les nœuds lunaires. Ah, qu'est-ce que j'ai pas entendu chez les nœuds lunaires. Bon, allons-y franco. Les nœuds lunaires, c'est pas mon truc. Pourquoi? Les nœuds lunaires, on fait référence à un système qui est un système dit karmique. En gros, vous arrivez avec un héritage d'une vie antérieure et vous avez un parcours qui fait que vous allez vers le nœud nord et le nœud sud, etc. Il y en a un dont on hérite et l'autre vers lequel on tend. Alors, c'est très intéressant dans des philosophies plus orientales, dans lesquelles on part du postulat que le destin est écrit. Alors, je me rappelle, j'ai vu une émission qui va résumer le truc. La scène se passe en Inde, c'est un conducteur de car
Il y a des journalistes dans le car avec le car est plein à ras-bord et le type il roule, il est à ça du ravin, il est sur des petites routes de montagne, il conduit son truc et puis il passe parfois la roue elle est presque sur le point de tomber. On se dit mais c'est jamais chez nous on pourrait accepter d'avoir des routes comme ça, baisser l'écart. Et la philosophie du gars c'est de dire mais c'est écrit, mais si je dois mourir demain c'est déjà écrit. Donc, que je roule pas, c'est le destin, voilà, c'est le déterminisme, hein, tout est écrit. Ben, les nœuds, c'est ça, le nord, le sud, c'est ça, c'est le destin est écrit. Donc, on s'appuie sur une philosophie dont le principe est de se dire, j'ai un destin, il est tout tracé, c'est comme ça, on est tributaire de quelque chose, d'une synergie d'ensemble dans laquelle on peut très difficilement, à laquelle on peut pas échapper. On a un rôle, partition qui est prédestiné, etc. J'en suis l'antithèse absolue. Je défends exactement l'opposé. C'est-à-dire que le destin n'est pas écrit, contrairement au type du bouquin que j'avais fait il y a 15 ans. Le destin est-il écrit? Ben non, il n'est pas du tout écrit. C'est-à-dire qu'on crée son destin. On crée, on a tout en main. Après, c'est des prises de conscience. Après, c'est un calibrage de ses moyens, de ses besoins. Tout ça se met en place. On a un libre arbitre maximum. Certes, il y a des profils plus puissants pour écrire leur destin. Quand je vois dans un thème Mars, la planète de l'action, qui est en bélier, en scorpion, en capricorne, vous avez là des profils qui ont beaucoup plus que les autres le talent de tracer la route, parce qu'ils sont moteurs, ils ont une puissance de frappe, une capacité d'agir qui fait qu'ils dépassent leur destin. C'est comme ça, voilà. C'est une statistique. Les tempéraments feu aussi ont des destins plus riches, plus libres de faire un peu tout ce qu'ils veulent. Un bélier peut avoir 10 vies en une. Lui dire que son destin est écrit, ça va faire rigoler parce qu'il a une telle puissance de vie qu'il crée tous les jours quelque chose de nouveau. Rien n'est écrit chez lui. Il crée son propre destin. Le lion, pareil, le sagittaire, pareil, etc. Tous les tempéraments forts sont capables de créer leur destin. Plus on est passif, plus on a tendance à se protéger derrière ce système de préécriture qui rassure peut-être. Donc, oublier ces deux lunaires, ces deux nord-sud, etc. C'est souvent ce que j'ai lu en clientèle, quand j'en ai récupéré en clientèle, des profils qui me parlaient des nœuds, c'est qu'on leur dit « Ah ben attends, moi j'ai pas de solution, ma pauvre dame, c'est écrit, c'est le destin, le type se mouille pas. » Alors qu'en fait, parce que c'est plus compliqué de leur dire « Ben là, faut peut-être bosser, là, faut peut-être résoudre, là, faut peut-être remettre en question, là, faut peut-être voir les choses différemment, faut peut-être vous ouvrir à autre chose, faut peut-être accepter de changer ou accepter de lâcher prise, sortir de votre zone de confort, d'être moteur, de prendre des risques parfois, de couper quelque chose qui vous correspond plus. Ben, comme ça rentre pas dans l'oreille, ils vont dire bon, le destin il dit ça, voilà. C'est comme l'Europe là, l'Europe elle nous donne des directives, voilà, parce que nous on peut pas. Non, je plaisante, hein, c'était une blague, pardon. Donc non, polarisons pas sur ces deux, par pitié, s'il vous plaît. Gardons notre libre arbitre, c'est le plus important. J'y tiens beaucoup. Alors, Françoise, on dit qu'à un certain âge, l'ascendant prend le pas sur le signe solaire. Est-ce vrai? J'en ai parlé un petit peu hier de ça. Bon, on va faire un rebouclage sur le dossier. Pour faire simple, l'ascendant, c'est l'image qu'on projette. Le soleil, c'est le gif qu'on vise. Voilà. L'ascendant, c'est toute l'éducation qui nous donne des contraintes pour vivre avec les autres. Un soleil en soi, c'est je veux avancer, j'ai un ego, etc. Tous ceux qui n'ont pas d'environnement éducatif structurant, ce qu'on appelle l'ascendant sur moi, ben ils vont faire un peu n'importe quoi, quoi. Les lois, c'est quoi? Le respect des autres, c'est quoi? Voilà, vivre en collectivité, c'est quoi? Ben oui. Quelques millions d'années, c'est ça, on était, voilà, on n'a pas d'éducation, donc on tuait les autres, c'était comme ça, voilà, c'est la sauvagerie. Et puis, fort heureusement, en tout cas dans nos cultures, on a créé un surmoi. Le surmoi, c'est toutes les valeurs morales, c'est les bons comportements adoptés, la façon dont on s'y prend pour gérer les autres, tous les réflexes de comportement évolué, quoi, qui vont de bonjour madame, mais absolument, moi aussi, j'ai lu ça, on fait ci, on regarde comme ça, mais il faut respecter les autres, etc. Tous les conditionnements qui fait qu'on montre qu'on est arrivé à un minimum de niveau d'évolution pour vivre avec les autres sans systématiquement rentrer dans des conflits à deux balles, etc. C'est des caps d'évolution, quoi. Donc l'ascendant, c'est hyper important. Mais ce n'est que l'image.
C'est l'image projetée. Et puis il y a l'objectif, il y a le soleil. Le but du jeu, c'est de faire cohabiter les deux, de faire cohabiter les règles de vie en collectivité et les aspirations propres. Voilà. Donc il y a des ascendants plus forts, des soleils plus forts, mais systématiquement, en général, c'est même plutôt l'inverse. En général, quand l'ascendant a pris beaucoup de place, l'ascendant c'est toute l'éducation, tiens-toi droit, déborde pas, triche pas dans la file, prends pas plus que ta part, tous les bons réflexes qu'on a acquis parce qu'on a envie d'être des gentilles personnes qui respectent les autres, c'est ça le boulot de l'ascendant en fait. Et ben parfois, le soleil, à partir d'un certain âge, dit mais oui, ok, elles sont formidables toutes ces règles-là, elles sont extra, mais elles m'entravent. Elle me bloque, elle me limite. Et puis le soleil prend plus de densité. En général, en deuxième partie de vie, l'autorité naturelle, la force de volonté, canalise mieux les contraintes éducatives de l'ascendant. Parce que l'âge solaire de la quarantaine, l'âge solaire, il y a l'âge des planètes, je vous fasse un truc là-dessus. La Lune, c'est l'enfance, Mercure, c'est l'adolescence, Vénus, c'est l'âge de la vie amoureuse, 25. Ensuite, c'est l'âge de Mars, de la volonté, de l'attaque, de l'action, l'offensive, l'âge solaire, la réussite, l'âge de Jupiter, l'expansion, l'âge de Saturne, vers la soixantaine, on fait le bilan de sa vie, etc. C'est intéressant les signes des planètes, parce que du coup, on fait des liens là-dessus. Mais bref, l'ascendant et le soleil sont deux pôles qui interagissent en continu, en fait, en quelque sorte. Les deux sont importants, et quand il y en a un qui prend le pas sur l'autre, c'est qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre, mais en général, ça apparaît en deuxième partie de vie, et pour le coup, c'est l'inverse qui se produit. C'est souvent le soleil qui prend le pas sur l'ascendant. Statistiquement, c'est ça que ça donne. À moins, encore une fois, d'avoir, je sais pas moi, un ascendant très fort, un ascendant feu, par exemple, un ascendant bélier, c'est quelqu'un qui a du tempérament, un ascendant lion. Il y a une telle noblesse de présence, de se comporter de façon absolument impeccable dans la vie, que l'ascendant va le conserver. C'est une valeur ajoutée énorme. Voilà, sans Sagittaire, on en fera toujours un clown qui aime bien rigoler, qui est positif, etc. Donc on va pas saboter un truc aussi sympa, quoi. Voilà. Donc si le soleil est très puissant, il va cogner à la porte, il va vouloir qu'on lui fasse de la place. Mais si le soleil est raisonnable, un soleil gentil, genre Cancer, Poisson, Balance, Verseau, etc., sont des conditions solaires qui n'ont pas besoin de prendre plus d'espace que ça. Donc elles peuvent se protéger de manière intuitive derrière une image projetée qui est celle de l'ascendant, qui est en partie ce vernis social, en partie celle de l'éducation, etc., qui est très confort en fait. On présente une image de soi qui permet de ne pas être enquiquiné tout simplement. Chacun a sa hiérarchie de priorité. Est-ce que c'est s'affirmer? Est-ce que c'est d'être dans le groupe? Est-ce que c'est de bien s'entendre dans la vie de tous les jours? Les trois sont une synergie en permanence en évolution, et c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas segmenter les trois, mais d'en avoir une vision fine de l'ensemble. C'est ça qui est intéressant. C'est un peu comme une équation de chimie, je crois. La somme des éléments séparés est supérieure. La somme de l'ensemble est supérieure à la somme des éléments séparés. J'avais pris ça gamin. Donc c'est les trois qui sont intéressants. Les trois. Voilà. Ciel, l'instant de notre naissance peut graver à vie notre cheminement. Pourquoi 10, 20, 40, 50 ans après cette photographie a encore le pouvoir de nous représenter? Et la dernière question, c'est via l'énergie reçue au début. On est conditionné, c'est une statistique sur des milliers de thèmes. Personne n'y... Enfin, la marge d'erreur, si on est très honnête, elle est inférieure à 5%. Il y a toujours des paramètres qui nous échappent. Mais globalement, on est marqué par cette empreinte-là. On est marqué, c'est comme ça. La majorité des profils nés au printemps, ils ont une force, une pêche, une énergie, mais elles s'épuisent plus vite. Voilà, c'est comme ça. Ils brûlent la chandelle par les boubous. Ils ont cette énergie extraordinaire, mais leur vision en général est à plus court terme. Et en hiver, c'est l'inverse. Ils sont plus lents à démarrer, plus lents à chauffer, plus lents à s'emballer, plus lents à fonctionner, plus lents à construire, plus lents à arriver à maturité. Mais après, ce sont des rails, des locomotives que rien n'arrête. C'est comme ça. C'est anti-dynamique. Donc oui, il y a un marquage, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'il y a des profils il y a des âges pour les profils. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le conditionnement, il est là parce qu'on est construit dessus. En psychanalyse, il y a un truc qu'on apprend qui est tout bête, que vous allez adorer parce que, en tout cas, moi, j'ose l'espérer. C'est lorsqu'on fait un travail d'introspection. On gratte, c'est comme un bol de riz. On gratte le bol de riz. Mais ce qu'il faut à tout prix éviter, c'est d'aller
décrocher les 3 grains de riz qui sont restés collés au fond du bol. Voilà, c'est ça qu'il faut éviter. Aller décrocher les bols qui sont ceux construits à la base, parce que si on va tout décaper à ce moment-là, on remet en question trop de choses. Après, se reconstruire, c'est beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe. Donc, il faut qu'il y ait une trame. On a tous une histoire. On doit composer avec la façon dont on a évolué, dont l'arbre a poussé, en fait. Il y a des branches qui partent dans un sens, dans un autre. On peut les couper quand elles sont toutes petites. Et ben, plus l'arbre il pousse, plus c'est compliqué d'aller les couper. Et puis, on doit composer, quoi. C'est comme ça. On doit faire avec ce qu'on est. Essayer de s'améliorer. Ça, c'est l'idée numéro 1. C'est le principe même du développement personnel. C'est dans cet esprit-là qu'on raisonne. C'est faire le point sur ce qu'on est, voir quels sont nos apports, voir quelles sont nos faiblesses, et essayer d'harmoniser les deux, travailler sur nos points faibles pour pas qu'ils absorbent trop d'énergie, et alimenter nos forces de manière à prendre l'expansion qui correspond à nos talents naturels. Voilà. C'est une équation à trouver et sur laquelle on travaille, et sur laquelle on travaille toute sa vie, en fait. C'est ça qui est rigolo. Donc oui, on est marqué à la naissance, c'est comme ça. Voilà. Bien malin celui qui répondra à cette question. Nous, tout ce qu'on se borne à faire, c'est de constater absolument phénoménal entre l'empreinte qu'on a de la carte du ciel au moment où on est né et la façon dont ça va nous influencer tout au long de nos vies. Ça, c'est imparable. Voilà. C'est ça l'idée. Faire avec. Mais on peut Alors, évoluer. Michel, l'heure de naissance inscrite sur son acte de naissance est-elle vraiment exacte? Du coup, le thème pourrait-il complètement différent à quelques minutes près? Non. Oui, merci. Pardon. Il arrive statistiquement ce qu'on peut. Moi, je préfère me référer à la mère qui était là pour le coup, plutôt qu'à l'acte de naissance. Mais parfois la mère, surtout quand elle a eu beaucoup d'enfants et surtout quand ça remonte un peu à quelques années, les souvenirs peuvent être aléatoires. Donc on fait un recoupement d'informations. Il me faut l'un des deux. Celui des deux. Si la mère est pas sûre, je prends l'acte de naissance. Si la mère dit non, c'était une demi-heure avant ou le père qui était là, ou je sais pas. Ben, on prend l'information qu'on me donne, plus c'est précis, plus je suis content, bien évidemment. Il faut savoir que l'ascendant, il change toutes les 2 heures, en gros, hein, c'est une cote mal taillée. Pourquoi? Parce que je l'ai raconté hier, la Terre fait son tour en 24 heures, l'ascendant c'est la ligne d'horizon à l'est, donc 24 heures 12 signes, c'est-à-dire que toutes les 2 heures, 24 divisé par 12, toutes les 2 heures, il y a un nouveau signe qui arrive sur l'horizon. Donc 1 degré c'est 4 minutes, 1 degré, c'est 4 minutes. Donc, si on perd une demi-heure en amont, en aval, 4 fois 7, 28, ça fait 7 degrés sur l'ascendant. Ça peut avoir une petite incidence. Ça n'en aura pas sur la Lune, en revanche, parce que 17 degrés jour, à 2 heures près, c'est pas grave. Et puis, oui, il y aura une variable. Mais regardez, quelqu'un qui va naître à Strasbourg ou quelqu'un qui va naître à la Pointe du Raz, il y a déjà 30 minutes de décalage. Il y a déjà 7 degrés sur la courbe de l'horizon, donc 7 degrés sur l'ascendant qui vont influer. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de l'endroit aussi, du rapport latitude, longitude, l'angle de la Terre. On a besoin de tout. Encore une fois, si on veut faire du travail au cordeau parfait, il nous faut des informations parfaites. Seulement, est-ce que ça vaut la peine de faire un truc qui soit aussi pointu au millimètre près, alors que 90% des informations, on l'aura à travers la structure planétaire, on l'aura à travers l'histoire, le vécu, la confrontation, etc. Il y aura une petite variable sur l'ascendant possible si on se bourre à une demi-heure près. On l'a vu, c'est 7 degrés. 7 degrés sur 30 degrés. Bon, il y aura peut-être un cas ou deux, statistiquement, où je vais avoir un doute sur l'image qu'on projette, etc. Mais on va l'affiner. C'est loin d'être une catastrophe. À une demi-heure près, c'est pas une catastrophe. Qui vont nous faire tout un roman en vous disant une demi-heure, ça change tout, c'est révolutionnaire. N'oublions pas que l'ascendant, c'est 10% de l'ensemble de ce qui m'intéresse. 10%. Il me reste 90%. C'est quand même pas mal. Alors, Catherine, je suis Sagittaire, ascendant Vierge. Je trouve que mon ascendant a toujours pris le dessus sur mon signe. Ah, une bonne élève. J'ai toujours eu l'impression que c'est pas la vie que je devrais vivre. Pour quelle raison mon ascendant est le plus fort? Je suis née un 9 décembre 62 à 23h55. Alors celle-là, on va pas se louper. 9 décembre 62, on sort les éphémérides. « 9 décembre 62, Mars en Lion, d'accord, Vénus en Scorpion, waouh, Lune en Taureau, d'accord, Mercure Sagittaire,
Tempérament puissant, c'est pas l'ascendant vierge qui me pose souci pour moi, pas du tout. C'est la désynchronisation entre le côté soleil en feu, très puissant, qui a envie de partir faire le tour du monde, qui est pour moi un Sagittaire, c'est Indiana Jones, qui a des désirs de sortir, de conquérir, de sortir le coupe-coupe et puis d'aller vers la forêt vierge. C'est ça les aspirations du Sagittaire. Ce sont des très belles aspirations. Donc, mais le risque, c'est que le contexte de vie dans lequel on s'inscrit, là j'ai beaucoup d'élémentaires, j'ai la lune bien terrienne, qui aime bien ses habitudes, qui aime bien son confort, qui aime bien son canapé, qui aime bien son cuir, qui aime bien prendre son temps, qui aime pas qu'on la secoue. Donc j'ai une dualité déjà des besoins. Donc mon Sagittaire, oui, lui, il rêve d'aventure, il y a le sac à dos qui est dans l'entrée, les valises sont prêtes pour partir, et puis j'ai ma lune en taureau qui dit, mais attends, oh, d'abord on fait la sieste, d'abord on mange quelque chose de bien, d'abord on passe un moment tranquille, il n'y a pas le feu au lac, on prend son temps, on prend son plaisir, est-ce que je peux emmener mon canapé en cuir avec moi ou pas, hein? On essaye, non, ça va être compliqué. Donc j'ai un jeu d'élan et de retenue en permanence. Et puis j'ai un Mars en Lion qui produit quand ça en vaut la peine. Il est très puissant, Mars en Lion, fait beaucoup. Hein. Mais il produit que on se lève au dernier moment souvent. Donc et peut-être, pourrait-on imaginer que les déséquilibres entre la vie telle qu'elle l'aurait voulu et la vie telle qu'elle la vit nécessiterait un ajustement. C'est un point sur lequel je venais tout à l'heure, j'en parlais. J'en ai vu de nombreux, des Sagittaires et des Taureaux. Je les aime bien, titre personnel, ils sont tout à fait sympas, attachants, etc. Mais il y a souvent un schisme entre le rêve des aspirations, hein, où on est à 10 000, là, c'est Neptune qui part dans tous les sens, et puis la réalité de la situation où on aime tellement son confort, ses habitudes, etc., qu'on bouge pas. Donc, on y est très attaché à ces valeurs terre, tranquille, terre à terre, la lune taureau, l'ascendant vierge, tout ça c'est de la terre, on aime bien ses rituels, ses habitudes. Et puis il y a une petite partie qui dit, mais moi je rêve d'aventure, etc. Comment ça se fait que j'y arrive pas? Parce que la tâche au concret ou au confort est tellement plus puissante que c'est une entrave carrément lourde. Il faudrait lâcher prise sur tout ce qui est matière, et puis à ce moment-là, on pourrait prendre son sac à dos et partir faire le tour du monde. Mais il y a des besoins qui sont différents, donc il faut composer avec les deux. Voilà. Petite nuance. Toujours amusant, en fait. Alors, Jacqueline, est-ce que 2 signes d'eau peuvent nager dans le bonheur? Oh oui, bah oui, alors, carrément sans se parler, mais avec un risque. Bon, après, il faut voir les signes d'eau en question. Les signes d'eau, on le sait, il y en a 3. Donc, c'est Poisson, Cancer, Scorpion. Les dispositions des signes d'eau, ce qui est tout à fait délicieux avec les signes d'eau, c'est qu'ils ont conscience d'instinct que l'enjeu solaire, numéro 1 pour eux, c'est d'éviter, comme ils donnent une prise d'un point de vue émotionnel aux enjeux extérieurs, on essaye de polisser les relations pour éviter les conflits, pour éviter les tensions. Moins chez le Scorpion qui les craint moins parce qu'il est gouverné par Mars et Pluton, donc quand il y a un truc qui lui plaît pas, il a une disposition à aller à l'affrontement beaucoup plus forte, spontanée. Mais surtout chez Cancer et Poisson, j'ai des profils qui misent sur la paix, sur le calme, sur l'harmonie, sur le fait d'avoir des relations sociales, solaires, apaisées, tranquilles, paisibles, calmes, douces, bienveillantes. Donc, j'aime beaucoup les relations entre signes d'eau parce qu'on n'a qu'une envie, c'est que ça se passe bien et dans le calme. Alors, le risque, c'est quand il y a trop d'eau, c'est qu'on ait l'impression de se comprendre sans se parler. Ça marche pas mal, globalement, mais il faut quand même mettre les points sur les i pour éviter que chacun se fasse un film sur ce que pense l'autre. Donc la communication, comme dans tous les cas, est importante, mais ce sont des combinaisons que j'aime beaucoup parce qu'il y a une notion de paisibilité. Et qui dit paisibilité, en général, ça se rapproche plus de viabilité de durée. Voilà, c'est comme ça. J'aime bien. La relation eau-eau, c'est sympa. Le mélange idéal, bien évidemment, c'est la terre et l'eau. La terre et l'eau sont des compléments qui s'entendent naturellement. Il n'y a rien de plus fécond que la terre et l'eau. Parce qu'il y en a un qui imagine et l'autre qui concrétise. Un qui concrétise, l'autre qui imagine, c'est bien les deux sens. Il y a un autre mélange qui marche très bien, c'est le mélange feu et air. Mon feu, il consomme, il donne la décision, il avance, il fonce, il est producteur d'une énergie extraordinaire, et mon air s'adapte, parce que ça crée de la vie, ça crée de la mobilité, ça crée de la vie, quoi, tout simplement. Et puis mon air, il adore quand il y a de la vie, quoi. Il s'adapte à ça naturellement. Ils se nourrissent aussi de manière optimale. Donc il y a deux combinaisons plus faciles que d'autres, en fait, tout simplement. Alors Brigitte, que pensez-vous des dates de naissance avec des chiffres redondants comme le 10-10-64?
10 octobre 64. Bon, on est dans la pensée magique, quoi. C'est-à-dire que, ok, oh oui, j'ai une camarade il n'y a pas longtemps, elle regardait la montre quand il était 11h11, elle disait, oh, je vais avoir un message à ce moment-là, j'adore, j'ai tout à fait mission, c'est mignon comme tout, c'est super délicieux, mais ça rentre pas dans les cases à moi, du tout. J'essaie d'être beaucoup plus factuel, en fait. On n'est pas dans la pensée magique. 10-10, ok, bon, il y a un soleil qui est 23, 18 degrés de la balance, entre 17 et 19 degrés de la balance, point. C'est ce que j'ai comme info. Si on va chercher en 64, on peut avoir beaucoup plus loin, en 2 coups de cuillère à peau. 10-10, 64, pour vous faire plaisir. 10, encore un Mars en Lion, décidément. Lune Sagittaire, attirance pour les voyages. Mercure Balance, très agréable au niveau du contact, du savoir-faire. Une sorte de côté poétique, une disposition heureuse. Mercure, le mental dans le signe de la Balance. Une sorte de capacité à aimer des mots bien prononcés, des formules heureuses. On va soigner son discours. Vénus en Vierge, beaucoup de doutes. On se pose beaucoup trop de questions sur le plan amoureux. Bon, bref. Polarisons pas sur 1er janvier, 2 février, 3 mars, 4 avril, 5 mai, 6 juin, 10-10, 10 octobre. Non, pas pour moi. Du tout. Pas mon truc. Alors Justine, est-ce que nos planètes maîtresses influencent notre santé, notre tendance à avoir tel ou tel symptôme chronique ou avoir des parties du corps plus résistantes? Ah oui, absolument. Absolument. Comment jouer avec cela? Absolument. Cette question est tout à fait pertinente. Alors, mais nécessite un préambule très clair d'entrée de jeu. Je ne suis pas médecin. Donc, je n'ai pas cette formation, je n'ai pas suivi ce cursus. Je ne me dois d'éviter ce sujet scrupuleusement parce que ce n'est pas mon domaine de compétence. Voilà. Ceci étant dit, la tradition nous enseigne qu'il y a des corrélations étonnantes entre la physiologie et l'astrologie. On a appris, toujours mon cycle des saisons, mais on garde le bélier taureau, etc. Le bélier, co-significateur la tête, taureau, gorge, les gémeaux, c'est les fonctions respiratoires, cancer, la digestion, lion, c'est le cœur, la vierge, c'est les intestins, la balance, c'est la région lombaire, le scorpion, la zone génito-urinaire, le sagittaire, les cuisses, le capricorne, les genoux du Capricorne, les articulations chez le Capricorne, le Verseau, les chevilles, et le Poisson, les pieds. Voilà ce que nous donne la tradition en braque. Et puis, une sorte de médecine chinoise. J'avais rencontré un type tout à fait intelligent avec qui on avait essayé de faire un bouquin, mais on n'arrivait pas à trouver des ponts, parce que on n'a jamais trouvé des correspondances suffisamment structurées pour le faire, mais il expliquait que, par exemple, on arrivait aux concordances suivantes, c'est que le jupitérien, c'est le foie, les colères. On sait que les mercuriens, c'est la bile. Il y a des mécanismes comme ça qui interviennent. On sait, il y a des bouquins, certains s'y sont frottés. Il faut être super prudent sur ces zones-là. On sait que beaucoup de planètes en Capricorne, ça va donner des fragilités au niveau de la peau, des fragilités au niveau de tout ce qui est articulaire, les dents, l'ossature, la colonne, surtout les genoux. Voilà, il y a des liens. La balance, souvent, ils ont des soucis. Terrible. Les lions, c'est le cœur, c'est fou, quoi, c'est le cœur. Pourquoi? Parce que dans leur mécanisme d'effort, souvent, on peut trouver une parallèle qui consiste à ce qu'ils aient des muscles en boule, parce qu'ils travaillent en puissance, en force. C'est plus des tennisman que des marathoniens, statistiquement. Donc, le cœur, on sollicite. Voilà, c'est très, très intéressant. Le bélier et la tête, les maux de tête, on se craigne à la tête, c'est un truc très bélier. Voilà, le taureau, toujours la gorge sensible, la voix, l'oralité, le charme, le chant, etc. C'est très, très, très. Bien sûr, il y a des liens partout. Et puis on peut même pousser le 10 jusqu'à aller voir si on a un conditionnement naturel par des signes ou d'autres, et de voir s'ils sont bien ou mal aspectés. C'est-à-dire que on a j'ai le ressenti depuis de longues années que à 80% des pathologies, il y a une origine psychosomatique. On crée. Ce sont des messages de bien-être ou de mal-être souvent qui émergent physiquement en matière de symptômes qui sont le reflet d'une interrogation ou d'un mal-être psychologique à la base, d'un ressenti douloureux. Et puis après,
il y a des associations qui sont redoutables. Imaginons que vous ayez une mauvaise nouvelle le jour où vous cognez le genou. Notre mémoire profonde, à chaque fois que vous allez avoir une autre mauvaise nouvelle, il se peut que ça réveille une douleur au genou. Il y a des trucs mais absolument qui nous échappent. Il y a des liens au niveau des neurones qui sont d'une richesse qui sont complètement au-delà de la portée de ce qu'on est capable de décrire aujourd'hui. Tout ça sont des informations. L'astro, on a une angularité, on a des notions. On arrive à trouver des zones, ça c'est clair. Mais on n'a pas réponse à tout. Humilité, sobriété, dans ce domaine-là, c'est vraiment de rigueur. C'est dit. Alors Céline, pouvez-vous nous expliquer le rôle des maisons angulaires dans le thème? Pourquoi sont-elles plus importantes que les autres? Non, merci Céline pour cette délicate question. Pourquoi est-ce qu'elles sont plus importantes que les autres? Parce que on va structurellement, socialement, considérer que là où les angles sont les plus tranchés, c'est là où ils ont le plus de puissance. Prenons l'exemple de l'axe horizontal, ascendant-descendant, le je de l'ascendant, le nous du descendant. Hein. Le bélier pour l'ascendant, je fonce, le nous, je pense à l'autre du descendant. Voilà, ça c'est un axe. C'est plus et le pareil pour le midi-minuit. Midi, il est en pleine poire le soleil. Les ambitions, les carrières. Minuit, le besoin de réussir ses vies affectives, le besoin de s'entendre avec les siens, le besoin d'investir dans les relations avec les proches. Voilà, c'est ces grands axes-là. Alors, est-ce qu'on pourrait, pour certains, peut-être que si les maisons sont plus équipées, par exemple la maison 2, il y a l'ascendant de la maison 1, la maison 2, c'est des sous, les avoirs. Pas passionnant comme débat, quoi. La maison 8, les morts, les crises et tout. Alors, ouais, super. Pas envie que ça soit majeur, moi. Après, il y a la maison 3, la vie de tous les jours, et en face, la maison 9, les voyages, la vie de l'esprit, etc. Bon, so what? Ok. Je pense pas que ce soit des enjeux majeurs non plus. Socialement, intégrer tel point de vie, elles ont toute une importance. Mais les axes, c'est vraiment les grands domaines, quoi. C'est moi avec l'ascendant, c'est nous avec le descendant, c'est où est-ce que je vais chercher la lumière dans la vie, ou quels sont les objectifs avec le milieu du ciel, et comment je m'entends dans ma famille, comment j'aime mes proches, comment je crée mon foyer, mon unité et ma fin de vie avec mon fond du ciel. C'est les grands axes parce qu'ils paraissent, ça nous structurellement, dans notre mode de vie, sont les plus importants. Voilà, c'est comme ça. Alors, vous trouverez toujours des contre-exemples qui vont dire moi, les sous, c'est le plus important. Moi, les crises, maison 12, la maison des emmerdements, bah oui, c'est le plus important et que ça qui m'intéresse. Bon, chacun son truc, en fait. Disons que pour la majorité d'entre nous, les axes sont plus de résonance et de pôle d'intérêt, quoi, tout simplement. Mais chacun vaut midi à sa porte. Parfois, une petite maison comme la maison 6, qui est la maison des contraintes, des bobos, etc., peut attirer beaucoup plus l'attention de quelqu'un, surtout s'il est né avec plein de planètes dans la zone en question. Du coup, ça va le solliciter. Mais ça sera pas le cas de tous ceux qui ont des planètes dans des zones beaucoup plus angulaires, qui eux vont se dire bon, paramètres secondaires, ne polarisons surtout pas sur ce paramètre secondaire. Comme l'histoire de Chiron tout à l'heure. What else? Alors, Marie-Geneviève, que représente la part de la fortune dans un thème? La part de fortune. Oui, disons que, comment je peux vous dire ça pour faire simple? Bon, c'est sur des calculs de convergence ou entre deux axes. On prend, mettons, deux luminaires et puis on calcule le point de jonction et puis on se dit, ben, c'est le moment où c'est le plus favorable. Voilà. Donc, sont des points fictifs, quoi. Sont des calculs, sont des petites zones de réflexion qui sont pas démontrées sur un plan statistique, sont des hypothèses de réflexion. Voilà, faut pas leur apporter une importance surdimensionnée. Sont des petits plus, quoi. Hein, comme Mali dit tout à l'heure, comme les étoiles fixes, comme Chiron, comme tout ça, sont des épiphénomènes. Comme ma tête et ma queue de dragon, etc., sont des petites choses sur lesquelles, en fait, quand on s'intéresse à l'astro, on va voir apparaître sur notre chemin un tas d'infos, un tas de trucs, un tas de singularités, de particularités. On va dire, oh là là, j'ai trouvé un saint graal, là, j'ai trouvé une piste, ça me parle, ça me fait vachement écho, etc. Donc, attiré vers ce machin un peu atypique qu'on trouve page 427, alinéa 12, en se disant, bah, les autres, ils sont ballots, ils sont pas repérés, pourquoi ils ne parlent pas du nœud, ils parlent de fortune, etc.
Bah, c'est simple, ils n'en parlent pas parce que c'est page 437, alinéa 22, quoi. C'est pas page 1, page 2, page 3, des trucs centraux qui sont des bâtiments. C'est comme on prend une ville, on prend, je sais pas moi, New York, et puis là, on parle d'une cabane au fin fond de l'Oregon qui fait 3 mètres carrés, qui est en train de s'écrouler. Ça a la même ordre d'importance, quoi. Ok, mais effectivement, c'est rigolo d'avoir découvert une petite cabane au fin fond de l'Oregon qui fait 3 mètres carrés, qui est sur le point de s'écrouler. Ça a du charme, c'est rigolo, ça fait un truc à raconter, mais on est loin du sujet majeur qui est la structure du terme. Voilà. Alors, Robert, on entend parfois parler du serpentaire. De quoi s'agit-il? Alors, bon, ça a fait couler beaucoup d'encre, chacun. En fait, n'oublions pas ce qu'on a vu au départ. Le serpentaire, ça a été une création récente qui avait pour fonction de faire apparaître un 13e signe. Voilà. Ça me fait marrer, mais grave, parce que c'est un courant de pensée. Il faut pas être négatif, il faut laisser à chacun la disposition de croire en ce qui lui fait plaisir. Et puis voilà, chacun est un peu créatif. Mais n'oublions pas que ça fonctionne sur le rythme des saisons. Ce sont les saisons. Les constellations, c'est du papier peint au mur qui a évolué depuis 2, 3 à 4 000 ans. On a eu des tracas longs comme le bras avec les astronomes qui nous disaient, l'astrologue, vous êtes des rigolos parce que les constellations, elles sont bougées. Et il y en a pas un qui a eu la présence d'esprit de lui dire, mais oui, mais on s'en moque que ça ait bougé, on s'en balance comme de l'an 40, on s'en fiche totalement que ça ait bougé, parce que ce qui nous intéresse, c'est le point de repère des saisons. Basta. Les constellations, c'est du papier peint. Donc, bref, il y en a déjà 12. Quand on veut me dire qu'il y en a un 13e qui apparaît comme ça, comme un chien dans un jeu de quilles, ça me fait rire, quoi, parce qu'il fallait y penser quand même, il fallait être culotté pour créer un 13e signe, alors que les 12, ils sont déjà obsolètes depuis longtemps. Bon, voilà, ça fait couler de l'encre, hein, c'est comme Nostradamus, voilà, c'est des trucs comme ça qui sont amusants. Hein, ce sont des légendes un peu, faut pas s'y attacher plus que ça. C'est dit. Alors, il y a Jimmy qui demande que représente le descendant. Et alors, il y a Eliane qui pose également, dans mon thème, toutes les planètes se trouvent entre l'ascendant et le descendant. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, Jimmy demandait déjà qu'est-ce que représente le descendant. Alors, on parle beaucoup de l'ascendant, parce que l'ascendant, on l'a vu, c'est encore une fois la manière dont on se projette vis-à-vis du monde extérieur. C'est le moi extériorisé en quelque sorte. Ok, c'est dit. Mais ça fonctionne souvent par un principe d'opposition, les planètes. Quand une planète est très forte dans un endroit, elle est très faible dans le signe opposé. Eh ben, si on suit cette logique incontournable, si d'un côté il y a le moi, je m'affirme à l'extérieur avec mon ascendant, complètement à l'opposé de l'ascendant, la ligne d'horizon à l'ouest, sur le couchant, c'est plus le moi de l'ascendant, c'est le nous. Le nous, c'est notre disposition à être capable d'intégrer les besoins de l'autre ou des autres. Donc c'est extrêmement important. Le descendant, quand on va trouver des planètes sur le descendant, sont des planètes qui vont nourrir la relation du couple, la relation de l'association, le lien aux autres. Donc c'est très riche, quoi. Une Vénus en maison 7, qui représente l'amour dans la maison 7, le fameux descendant, 7e maison, il y a 12, hein, il y a 12 signes, il y a 12 maisons, ça donne quelqu'un qui va apporter une importance extrême à ce que tout se passe bien dans sa vie amoureuse, dans le domaine du couple, tout simplement. Quand on a Mars, la planète de l'action, et parfois un peu l'agressivité, il faut être lucide, hein, l'envie de bouger en tout cas, y aller, qui est dans la maison 7, dans la maison du descendant justement, ça peut donner des relations de couple ou des relations d'association où on a tendance à remonter les manches et puis potentiellement à se coller quelques douceurs, pas piquer des hannetons. Ça peut créer des rapports de force et des rapports de conflit dans la maison en question, c'est clair. Voilà. Donc la maison 7, le descendant, c'est tout ce qui nous relie aux autres, couple, association. Très, très important. C'est un des 4 axes les plus importants. Donc c'est un axe essentiel qu'il faut regarder avec la plus extrême vigilance, bien évidemment. Mais c'est une maison des planètes sur le descendant.
c'est très bon signe, surtout quand elles sont douces et heureuses, c'est très bon signe d'une union qu'on va essayer de faire en sorte qu'elle soit réussie, tout simplement. On va se donner les moyens de mettre de l'énergie dans ce domaine-là, en tout cas. Voilà. Alors, Patrice, comment vit-on les signes qui n'ont pas de planète et qui n'ont pas de ponte de maison? On va regarder le maître du signe solaire, on va regarder, ils sont moins concernés, tout simplement. C'est une pièce dans laquelle il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas inventer des meubles qui n'existent pas, quoi. Un signe dans lequel il n'y a rien, so what, quoi. Bon, on n'est pas concerné, non, voilà. Mais il faut toujours voir le reste du thème. Mais ce qu'on peut éventuellement en dire, c'est que un signe qui n'est occupé ni par la pointe d'une maison, ni par une planète, qui n'est pas un axe, pauvre, il n'a pas grand-chose à raconter, quoi. S'il avait l'intention de faire un roman, on va s'arrêter vite, quoi. Ça va être vite l'épilogue. Donc, c'est OK, le truc n'existe pas beaucoup, voilà, il est moins important. On en parle peu, il n'y a rien à dire. Hein, on rentre dans une pièce, il n'y a rien. Il n'y a ni tableau au mur, ni tapis au sol, ni vaisselle rangée, ni meuble, il n'y a rien. OK, on va faire quoi? On va en parler, on va dire elle est belle la pièce, super. OK, on passe pas à la suivante. Il y a des choses plus intéressantes à raconter en amont et en aval. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à en dire, tout simplement. Après, encore une fois, chaque thème, c'est du sur-mesure. Mais a priori, l'image de la pièce où il n'y a rien, je pense que ça résume. Une planète, un signe qui est pas il n'y a pas de pointe de maison, il n'y a pas de planète, il n'y a que dalle dessus, il n'y a rien, bande pleine. Hein. Voilà. Quoi d'autre? Alors, Marie-Louise, je suis vierge ascendant vierge, mais je n'ai aucune idée de mon signe lunaire, né à 6h30 du matin en France. Merci pour vos explications claires, je suis régulièrement vos conseils. Tu as la date complète ou pas? La Lune, elle fait 17 degrés jour, il faut vraiment la date complète. Non, Marie-Louise, non. C'est pas toi, hein, Miss, là. La Lune, elle tourne tellement vite qu'il me faut date, heure, lieu, il me faut tout pour la Lune. Tout. Voilà. Le 1er septembre tous les ans, la Lune, elle sera différente. Elle fait le tour en 28 jours. Elle tourne à la vitesse de l'éclair. Il me faut l'année, il me faut tout. Voilà, quand on veut calculer la Lune. Hein. Et puis le plus simple, c'est d'aller sur Internet et de taper carte du ciel gratuite, et puis ça va sortir, et puis vous aurez une indication de la Lune, et puis c'est plus simple, quoi. Hein. C'est un truc vachement personnel. Justement, tout à l'heure, je n'ai pas retrouvé le nom de la personne qui demandait justement est-ce qu'il y a des sites mieux que d'autres pour avoir la carte du ciel. Alors, est-ce qu'il y a des sites mieux que d'autres? Alors, il y a un truc que j'aime bien, je crois que je sais plus si c'est Astromel ou Astrothème, c'est pas mal parce qu'on rentre les dates de naissance, c'est gratuit, puis ça sort la carte du ciel, c'est top. C'est que de l'ordinateur, il n'y a rien de perso là-dedans. C'est que de l'informatique, mais les calculs sont bons, et puis ils sont gratuits, donc il faut s'en servir, quoi. Je crois que c'est Astromel. Ils ont plein de célébrités aussi, plein de cartes du ciel. C'est un super pour s'entraîner. Visiblement, ils sont pas là. Ils vivent avec des pubs pour des cabinets à 3 balles, mais en tout cas, ils donnent une base de calculs mécaniques qui sont vraiment de qualité. Il faut prendre les calculs gratuits qui sont là, c'est top. Alors, quand je cherche une date de naissance. Que pensez-vous de l'astrologie sidérale? Je suis Lion ascendant Balance et au sidéral, je suis Cancer ascendant Vierge. Je me reconnais beaucoup en sidéral, mais pas vraiment dans notre astrologie occidentale. Tant mieux, c'est bien, je suis content pour cette personne, c'est super. Moi, ça fait 30 ans que je fonctionne sur l'astrologie traditionnelle. Qu'est-ce que je dis? Moi, ça fait 40 ans que je m'y intéresse. Et puis, ça marche dans 99,89% des cas. Donc, elle fait partie des 0,01% de cas qui est sur une autre planète. Super, bravo, changez pas. Mais c'est pas la mienne. Voilà, on est tous différents. C'est ça qui est merveilleux. On est tous différents. Chacun son truc. Alors, Michel, quel rôle joue un signe d'eau en ascendant sur le plan physique? Tout dépend du signe d'eau. Mais ça n'a pas,
c'est dur de faire une correspondance entre un ascendant et un signe d'eau parce que sur le plan physique, disons qu'est-ce qu'on va ressentir? L'ascendant, c'est une image projetée, quoi. C'est pas le Capricorne qui a une ossature marquée, c'est pas un Lion qui a une magnifique présence, c'est pas un Sagittaire qui a le front dégagé, c'est pas une Balance qui est tout en charme, un Taureau qui est tout en gourmandise. Un ascendant, c'est vraiment un truc qu'on projette en matière d'image, quoi. Donc, prenons-les dans l'ordre. Un ascendant Cancer va projeter une image pleine d'empathie, de délicatesse, quasiment de timidité, ce qui fait qu'il va marquer des émotions. Un ascendant Scorpion va projeter une image passionnée, le regard immédiatement va sauter aux yeux. On va avoir affaire à des profils qui sentent intuitivement, qui sont branchés, en contact, sur le qui-vive. Voilà, c'est ça un ascendant Scorpion, l'image qu'on va projeter. On est dans les clous, ça passe très bien. On n'est pas dans les clous, immédiatement ça se voit. Tac, tac. On laisse pas passer. L'ascendant Scorpion, on va au combat. L'ascendant Poisson, on va projeter une image d'une ouverture, des pupilles larges, on va être dans la délicatesse, on va être dans l'écoute, on va être dans l'humanisme, dans la bienveillance, dans l'empathie. Voilà ce qu'on va projeter. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Je vois pas. Comme ça spontanément. Il faudrait que je comprenne mieux sous quelle forme, sous quelle angle. Ok. Notre physique est-il influencé par notre signe? Ça, c'est une question. Voilà. Alors, les enfants de Saturne, globalement, étant plus dans l'économie hivernale, ils sont en général plus minces que les enfants de Vénus ou de Jupiter, Jupiter, ils sont dans l'expansion, donc il faut que ça boulotte, il faut que ça rentre, il faut que ça sorte, etc. Les Vénusiens sont des gourmands, donc voilà, faut qu'on avale aussi. On est dans l'oralité beaucoup, les lunaires aussi. Les Martiens, sur la logique du spartiate et du combatif, en général, statistiquement, ils sont plus minces aussi. En fait, il y a les planètes sèches et les planètes humides, si on résume. Tout ce qui est humide, c'est Lune, Vénus, Jupiter, Neptune, sont des profils qui sont paisibles et qui aiment bien les bonnes choses, donc qui ont tendance à... C'est qu'une stat, hein, attention, hein, c'est pas réponse à tout, mais il y a une tendance quand même. Et puis des profils plus secs, Saturne, les Capricornes, les Verseaux, potentiellement les Balances, c'est pas systématique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les profils martiens, tout ce qui est sec, uranien, saturnien, martien, plutonien, ils sont beaucoup plus secs physiquement. C'est une statistique, voilà. Les Scorpions, en général, ils sont secs, ils sont des anxieux. Les Capricornes, ils sont pas dans l'excès, ils sont pas dans la démesure, ils sont dans la restriction. Il y a une tendance. Après, il n'y a pas réponse à tout. Il y a dans des thèmes parfois des choses complètement contradictoires. Mais quand on a affaire à des planètes sèches, on a des profils secs, mécaniquement, et quand on a affaire à des profils ronds, doux, planètes humides, on a tendance à prendre de l'expansion sur un plan physique. Voilà, c'est une tendance. Faut pas la prendre au premier degré, c'est une tendance. Et effectivement, j'ai eu un camarade qui était un grand chasseur devant l'Éternel, qui adorait essayer d'anticiper avant de rencontrer les filles quand il avait des dates de naissance. Il aimait bien comprendre. Alors après, dès qu'il avait des naissances, il allait chercher il aimait bien comprendre leur disposition amoureuse. C'était son grand truc à lui. Et il me demandait à chaque fois où est sa Vénus. Hein, et puis est-ce qu'elle va avoir tendance à grossir ou pas? Est-ce que des questions qu'il adorait me poser comme ça, je m'en souviens. Puis un jour, on s'est un peu lassé, surtout moi d'ailleurs, mais c'était drôle. Voilà, planète sèche. Alors, Jean-Yves, je te propose une dernière question avant 2-3 questions sur ta formation. Donc avant, quelle est la différence? Donc c'est Aline, différence entre constellation et saison. Différence entre constellation et saison. Les constellations, c'est des étoiles qui sont à des centaines, milliers, millions d'années-lumière de nous. Voilà. Les constellations, elles sont tellement lointaines qu'on reçoit de la lumière de soleils qui sont éteints depuis peut-être 6 mois, 1 million, 10 milliards d'années, non peut-être pas parce que le Big Bang il est un peu moins loin que ça, enfin il est dans ces zones-là, mais bref, tout ça pour dire que les constellations c'est un truc loin qui est extrait d'une sorte de Big Bang, etc., où tout ça s'éloigne et ça jongle en permanence et ça évolue en permanence. Donc
les constellations, c'est joli, c'est un truc qui nous donnait des panneaux indicateurs. Ben voilà, là c'est des chemins qui mènent à Rome, là c'est le chemin qui mène à, je sais pas, Bruxelles, à Oslo, etc. C'est ça les panneaux indicateurs par les constellations. Ok. Les saisons, c'est ce qui nous conditionne concrètement à l'échelle de notre système solaire dans tous les mécanismes par lesquels on passe. Je vous le refais, les moonés au printemps, plus de force mais moins d'endurance que ceux qui sont en hiver, etc. Et ça marche avec toutes les planètes. Donc on va polariser sur ces cycles des saisons qui, il fut un temps, il y a 3, 4, 5 000 ans, etc., quand on s'est intéressé à l'astrologie, on avait trouvé qu'on était dans le même axe, quoi. On était, quand on disait les planètes, elles sont en Lion, ben, parce que à l'époque, le Lion, il était là, à l'échelle humaine, c'était comme ça. Et puis, en milliers d'années, il y a un petit dérèglement, ce qui fait qu'il faut arrêter de polariser sur les constellations. On reste sur le cycle des saisons. Toutes les éphémérides qui sont des données d'observatoire, ben, elles sont basées sur ce système-là, le système des saisons. Donc, on les appelle toujours bélier, taureau, machin truc. Mais il n'y a plus la correspondance avec le système initial. On est calé sur mes saisons parce que c'est comme ça. On est sur Terre. L'influence qu'on reçoit, elle est sur Terre. Notre cycle, il est saisonnier. C'est dans l'ordre des choses. Des milliers d'observations m'ont démontré que c'était ça. Les constellations, on me les oublie. On me les oublie. On les cite parce qu'elles ont un ordre dans mes saisons. C'est comme ça, elles sont dans notre mécanique d'interprétation. Leur symbolique nous parle, mais parce que c'est une symbolique qui est liée à un mécanisme de saison, quoi. Donc, arrêtons de polariser sur les décalages de constellations. On a eu tellement d'ennuis avec les astronomes de tout poil qui nous ont dit vos trucs, c'est des conneries, parce qu'il n'y a plus de lien entre les constellations et ce que vous en décrivez. Ça a bougé. C'est du bon sens, oui, ça a bougé, on le sait. Voilà, on le voit, on a les éphémérides qui nous le montrent. Nous, c'est les saisons. Donc, calons-nous sur les saisons qu'on a adapté, on a gardé le mécanisme des saisons par rapport à des constellations parce qu'on les appelle constellations. Mais s'il n'y a plus de la correspondance entre les vraies positions des constellations, c'est parce que c'est secondaire, quoi. C'est secondaire. Gardons en tête cette logique des saisons qui est la base, qui est l'essence de l'astrologie. Combien sont ceux qui se sont paumés en chemin à cause de ça? Combien de querelles on a eu avec les astronomes à cause de ça? Alors qu'en fait, on se fourvoie. On est sur le cycle des saisons, quoi, hein. Je le refais. Printemps, il y a plein de vie, mais ça dure pas longtemps. Été, plénitude de tout, la nature. Automne, transformation de la nature. Hiver, survie pour repartir sur le printemps. Et on a tout est dit là dans mon cycle des saisons. Tout est dit. C'est ça qu'il faut piger. Si on pige ça, quel bon point. On avance méga vite après. Voilà. Alors, il y a quand même Anne qui demande, entre deux signes, c'est le soleil à 29 ou 0 degré? Ah, les deux, mon capitaine. On est entre les deux. On est entre les deux, donc il y a la double couleur. Alors, parfois, ce qui est amusant, quand on a une planète comme ça qui est entre deux signes, ce qui est amusant, c'est qu'elle peut être, le soleil, il va être à 20, il est entre les deux, quoi. Il n'y a pas de frontière dans l'espace. Il n'y a pas le panneau indicateur avec le poste frontière. Présentez votre passeport. Vous quittez le Bélier pour entrer en Taureau. Vous quittez la Balance pour entrer en Scorpion. Ça marche pas là-haut, hein. C'est comme ça. On est juste une subtilité de moments de l'année où le cycle saisonnier fait que où la nature prend d'expansion, où on est dans le moment des récoltes, où on est dans le moment des transformations, au moment de la survie, où on repart sur le moment d'extension, etc. Qui correspond au signe. C'est ça l'idée. Donc entre les deux, moi je prends un mélange des deux. Alors parfois, quand il y a une lune qui attire plus d'un côté ou plus de l'autre, ça crée une aspiration en quelque sorte. Alors il y a des petits cas de figure, par exemple, si vous avez une planète très puissante en maîtrise, qui est proche du Soleil, qui est chez elle, bah, elle va attirer plus le Soleil. C'est comme ça. À chaque fois, c'est du cas sur mesure. C'est ça qui est rigolo d'ailleurs. C'est pour ça que chaque thème astrologique est aussi riche et ouvre autant de possibles. C'est qu'à chaque fois, ce sont des combinaisons d'une finesse tout à fait particulière qui s'interprètent avec une arborescence. Et puis après, on discute parce que j'ai besoin de calibrer la forme et le fond parce qu'on est le fruit de notre histoire. Donc j'ai des données initiales et ensuite on va développer ces données initiales en les échangeant pour comprendre comment la personne a vécu. C'est ça qui est super enrichissant pour faire une bonne vision d'ensemble. Porte ouverte. Okay. Alors, Jean-Yves, il y a quelques questions sur ta formation.
Il y a Sylvia qui demande, est-ce que je pourrais créer mon thème avec la formation? Ben, c'est l'idée. En fait, l'idée, c'est créer son thème, c'est simple. On va le faire imprimer, c'est gratuit. On le fait imprimer sur un des sites qu'on a, là, Astromel ou Astrothème, etc. On sort carte du ciel gratos, on l'imprime. Voilà, on a sa carte du ciel. On peut imprimer toutes les cartes du ciel qu'on veut, toute la famille. Il y a 2-3 pubs qui passent, on n'est pas obligé de l'adhérer, mais il faut bien que tout le monde vive, c'est leur truc. Voilà. Bon, bref, mais c'est simple, quoi. Les calculs sont bons, ils sont de qualité, etc. Moi, je peux même les confirmer avec mon ordinateur. Pour ceux qui seront en présentiel, j'apporterai ce qu'il faut avec mes éphémérides. On vérifiera ça au cordeau, c'est pas un souci. Mais il faut le faire là où c'est gratuit. Pourquoi aller se compliquer? Voilà. Donc une fois que vous avez vos cartes du ciel, ensuite on s'amuse. Parce qu'ensuite, vous allez suivre avec vos cartes du ciel et des cartes du ciel de tous les gens qui sont autour de vous, c'est encore mieux, quoi. Hein. On va suivre la chronologie de comprendre des saisons, mes planètes, qu'est-ce qu'elles veulent, quelle place elles prennent, comment ça s'articule, qu'est-ce qu'il faut regarder en priorité, qu'est-ce qui sort du ciel, qu'est-ce qu'on en extirpe, comment ça fonctionne, quels sont les liens qu'on fait, et on attrape une vision globale du truc et émerge naturellement les talents, les obstacles, etc. C'est tout de suite assez riche. Donc oui, il faut imprimer toutes les cartes du ciel de tout ce qui bouge autour de vous. Plus vous aurez de matériaux, plus on va se régaler. Bon, c'est évident. Oui, il faut faire tourner la machine. Une fois qu'on est parti, qu'on est dans le truc, alimentez-vous en carte du ciel, alimentez-moi en carte du ciel. Il faut qu'on en ait. C'est ça qui marche, quoi. Plus vous en verrez, plus vous allez progresser vite. Donc sortez-les, même les personnages de l'histoire, la belle-sœur, le beau-frère, l'oncle, les enfants, les parents, tout le monde y passe, quoi. C'est trop bon. Quand on met le nez dedans, on a du mal à le retirer. Ça fait 40 ans que j'ai le nez dedans, toujours pas le démonter. Voilà, on peut tomber dans la marmite, mais c'est bon, quoi. On se lasse pas, jamais. Donc oui, faites imprimer toutes les cartes du ciel sur les sites gratuits que vous trouverez. On va gagner un temps fou. On va bien avancer ensemble. C'est certain. Oui. Alors, il y a une autre question donc, de Marie-Pierre. Est-ce que, une fois qu'on est sur votre formation en ligne, est-ce qu'on est tout seul ou est-ce qu'on peut avoir un contact avec vous de temps en temps? Alors oui, mais on a prévu un webinaire et puis moi je suis demandeur, hein, je suis toujours curieux comme une vieille chèvre. Donc bien évidemment, on vous lâche pas dans la nature. On a prévu des webinaires spécifiques pour ceux qui ont pris la formation. C'est-à-dire qu'une fois par mois, on va se faire une soirée comme ça, et puis on se fera toutes les questions, tous les points qui nous intéressent, tous les rouages singuliers. On va se faire ça. Alors ça, c'est entre nous. Et puis on a même prévu autre chose. On a même prévu, parce que Bibouda est spécialisé, fait ça depuis des années, ils sont super organisés. Pour moi, c'est une bénédiction. Notre croisement, il est top, il est optimal. Je rêvais de ça. On va faire des journées présentielles. On va se retrouver en, physiquement une journée, je crois que c'est tous les mois, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui veulent creuser. Où là, je me ferai une joie. Vous n'avez pas idée la joie que je vais me faire à analyser, parce que j'en boulotte moi des thèmes, mais c'est ma bouffe, c'est mes desserts, donc je me force pas, quoi. Donc faut me les apporter au contraire. Mais on va se faire des journées complètes de formation, d'affinage, de rodage, de mise en pratique, de raisonnement ensemble, de fluidifiant de tout ça, parce que j'ai qu'une envie, moi, j'ai qu'une envie, c'est que ma méthode, qui est simple, qui est pratique, j'ai utilisé, que j'utilise, ça fait 30 ans que je la mets au point et ça marche, mon truc. Voilà, c'est comme ça. Hein. Tous les mois, je pense des doigts, crâne de breton, ça marche. Donc, elle est simple et c'est concret. Donc, j'ai envie de la partager, quoi. J'ai vraiment envie de la partager. J'ai vraiment envie qu'on échange là-dessus. Je suis sur mon terrain de force, quoi. Donc, j'ai envie d'en donner de la matière. J'ai envie de l'échanger. J'ai envie de la passer. J'ai envie de la transmettre. J'ai envie d'enrichir de ce truc. Voilà, on ouvre des brèches, il faut qu'on avance. Hein. L'astrologie de papy, c'est fini, quoi. On est dans l'ère du développement personnel. On a tellement évolué là depuis 20-30 ans, on a tellement avancé que tout est à faire. On peut former aujourd'hui la génération des futurs astrologues, qui seront des astrologues et qui seront plus avec le chapeau de perlimpinpin, mais qui vont être des astrologues construits à travers d'autres savoirs de développement personnel. Et ça va donner une autre dimension au truc. L'objectif, il est là quand même. Hein, c'est de vous former à être la génération qui suit. C'est ça l'idée. Hein. Moi, j'ai ça derrière la tête, en tout cas. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Voilà. Donc non, on vous lâche pas dans la nature, plaisanter. Pour moi, ça serait gâchis, ça serait terrible, ça serait antinomique avec mon objectif. Voilà.
Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour des questions. Oui, alors ici, il y avait quelqu'un qui demandait s'il y avait encore la promotion. Donc oui, la promotion pour ta formation, elle dure jusqu'à dimanche minuit. Okay. Donc, tout à fait. Voilà, je regarde s'il y en a une dernière, mais je ne crois pas. En tout cas, bah, écoutez, merci beaucoup pour votre présence et pour toutes ces questions. Merci Jean-Yves également pour toutes tes... Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires, hein, très, très positifs sur, Il y en a sur les trop. réponses très claires et positives que tu donnes. On ne peut pas tout lire, il y a trop de choses, trop riche. On fera d'autres webinaires. Bon, bah c'est super. Voilà, en tout cas, voilà. Et puis une dernière question, est-ce que vous faites des consultations par téléphone ou Skype? Donc ça, oui, je crois que toutes les informations sont sur ton site. Hein, Alors, faut vivre avec son temps, parce que parfois je suis un peu dans mon monde, moi. J'ai fait une première consultation par Skype, c'était il y a 15 jours. Et le truc, ça existe depuis 10 ans, et c'est la première fois que je faisais une consultation par Skype. Mais c'est génial, quoi, parce qu'on voit nos bonnes têtes réciproques. C'est une découverte pour moi, c'est une avancée majeure, les consultations par Skype. Bah c'est sympa, voilà. Je ferai volontiers, vraiment de bon cœur. C'est bien. Faut m'appeler directement en semaine, la journée. Alors, on souhaite une très, très bonne soirée. Et puis, merci encore, Jean-Yves. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et bonne soirée à tous. Au revoir.